Il était un roi dans sa tour de verre, un homme qui a bâti un empire pour s'y emmurer lui-même. Son cœur, une forteresse gardée par les fantômes de ses erreurs, et la certitude que la confiance était un luxe qu'il ne pouvait plus s'offrir. Elle était une rêveuse au cœur brisé, une prodige fuyant au bout du monde, cherchant non l'amour mais l'oubli. Une femme qui, pour une nuit, a osé être libre, persuadée que le lendemain serait une page blanche dont elle serait l'unique auteur. Lui, un milliardaire qui maîtrisait les horizons, mais ne pouvait réduire au silence la solitude qui rongeait son âme. Elle, une jeune femme brillante sur le point de conquérir Paris, sans savoir que sa plus grande nuit de liberté se transformerait en sa plus magnifique prison. Car cette histoire démontre que parfois, la personne que l'on s'efforce désespérément d'oublier est la seule dont on ne peut jamais se défaire. Préparez-vous à un récit qui pose cette question. Un amour né du hasard et de l'interdit peut-il survivre à la lumière crue de la réalité? C'est l'histoire de regards brûlants échangés dans des couloirs de verre, d'une passion qui bafoue toutes les règles, née sur une île et éprouvée au cœur même du pouvoir. Amélie Dubois ferma la valise pour la 3e fois ce matin-là. Le clic sec de la fermeture éclair résonna de manière inhabituellement forte dans le silence de l'appartement du Marais, un son si final, si irrévocable, qu'il lui tordit l'estomac en un nœud serré. Elle s'assit sur le bord du lit, le matelas s'affaissant sous son poids, et fixa l'objet. Ce n'était qu'une valise, mais elle ressemblait au cercueil de la vie qu'elle pensait avoir. Avec un soupir qui sortit en tremblant, elle l'ouvrit à nouveau. Les vêtements à l'intérieur, soigneusement pliés, semblaient se moquer d'elle. C'étaient les tenues d'une femme qu'elle ne reconnaissait plus, une femme qui croyait aux avenirs planifiés et aux promesses murmurées dans le calme de la nuit. Ses doigts, qui portaient un tremblement tenace depuis mardi, tracèrent le contour d'un écrin en velours bleu nuit, niché entre 2 pulls en cachemire. Elle n'eut pas besoin de l'ouvrir. Le poids du diamant solitaire semblait brûler à travers le tissu. Petite étoile froide d'espoirs éteints. Elle ferma les yeux et le souvenir l'assaillit, vif et cruel. La lumière tamisée du restaurant de Saint-Germain-des-Prés, l'étincelle dans les yeux de Marc, le métal froid de la bague glissant à son doigt. Le même restaurant où, 3 semaines plus tôt, elle s'était assise seule à la même table, attendant un homme qui n'arriverait jamais parce qu'il était occupé ailleurs, dans d'autres bras. La découverte n'est pas venue avec un fracas, mais avec un bourdonnement. Son portable, oublié sur la table basse en verre pendant qu'il se douchait, s'est allumé avec une notification. Le nom était inconnu, mais le message sur l'écran de verrouillage fut un couteau glacial dans sa poitrine. « J'ai hâte de te sentir à nouveau. » Son odeur. Amélie sentit la bile monter dans sa gorge, chaude et amère. Pendant 2 longues années, elle avait associé son parfum, un mélange complexe de bois de santal et de ce savon artisanal à la verveine qu'il insistait pour utiliser, à l'odeur de la sécurité, du foyer. Maintenant, c'était le parfum de la trahison. Chaque fois qu'il la serrait dans ses bras, était-ce le fantôme de quelqu'un d'autre qu'elle sentait? Le rire qu'elle entendit lorsque, dans un moment de folie et de désespoir, elle appela ce numéro fut le dernier clou dans le cercueil. Un rire féminin, intime, chargé d'une complicité qui l'excluait de sa propre vie. Son monde ne s'est pas effondré. Il s'est dissous silencieusement, la laissant flotter dans un vide froid. D'un mouvement brusque, elle fourra l'écrin de velours au fond de la valise, l'enfouissant sous un gros pull comme si elle pouvait enterrer la douleur avec. Au diable, elle prendrait tout, chaque vêtement, chaque livre, chaque fragment de cette vie méticuleusement construite. Elle ne lui laisserait rien à nettoyer, rien à jeter comme si elle n'avait jamais existé. « Tu es sûre de toi, Amélie ?» La voix de Chloé la tira de sa transe. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre, tenant 2 tasses de café fumant. Ses yeux, normalement remplis d'une énergie sarcastique, étaient maintenant assombris par l'inquiétude. Elle ne posa pas de questions sur Marc. Elle ne posa pas de questions sur le cœur brisé d'Amélie. Chloé était pragmatique. Elle s'inquiétait du tangible. « Ce voyage va anéantir tes économies », continua Chloé, en entrant dans la pièce et en tendant une tasse à Amélie. La chaleur de la céramique fut la première chose réelle qu'Amélie ait sentie depuis des jours. « Tu commences chez le groupe Moreau dans 2 semaines. Tu as besoin de cet argent pour la caution du nouvel appartement, pour les factures. L'île de Ré n'est pas vraiment une destination bon marché. » Amélie prit une gorgée de café. Le liquide brûlant lui calcina la langue,
une douleur physique bienvenue pour la distraire de l'autre. « Je dois y aller, Chloé. » Sa voix sortit plus rauque qu'elle ne l'aurait voulu. Elle s'éclaircit la gorge, essayant de trouver une certaine fermeté. « Si je reste ici un jour de plus, je vais devenir folle. Chaque coin de cet endroit porte son fantôme. » Elle regarda autour d'elle. Le fauteuil, le Corbusier qu'ils avaient acheté ensemble, l'imprimé abstrait au mur qu'il avait choisi. C'étaient des objets inanimés, mais ils semblaient l'accuser, témoin silencieux de sa naïveté. « J'ai besoin de respirer un air qu'il n'a pas respiré. J'ai besoin de me souvenir de qui j'étais avant de devenir juste sa moitié. » Chloé s'assit à côté d'elle, le silence entre elles n'étant comblé que par la vapeur s'élevant des tasses. Elle étudia le visage d'Amélie, remarquant les nouvelles ombres sous ses yeux, la façon dont ses joues semblaient plus creusées. « Je comprends, » dit-elle finalement d'une voix douce. « Juste, sois prudente, d'accord? Et réponds au téléphone quand j'appelle. » Leur étreinte fut serrée, un pacte silencieux d'amitié qui transcendait les mots. Quand Chloé partit, le silence revint, plus lourd qu'avant. Amélie ferma la valise pour la 4e et dernière fois. Le vol pour l'île de Ré fut un flou de nuages et de pensées circulaires. Piégée à 10 000 mètres d'altitude, il n'y avait nulle part où fuir d'elle-même. La pression dans ses oreilles au décollage reflétait la tension constante dans sa poitrine. Par le hublot, elle regarda la grille des lumières de Paris rétrécir jusqu'à devenir un motif abstrait, un circuit scintillant pulsant de millions de vies qui n'étaient pas la sienne. Elle se déconnectait, laissant derrière elle la ville qui abritait ses plus grands rêves et sa plus profonde désillusion. Qu'est-ce que je suis en train de faire? La pensée était un refrain effrayant, mais elle fut rapidement suivie par une autre, plus forte. Tout est mieux que de rester. Elle n'avait pas loué une chambre dans un hôtel branché. Au lieu de cela, elle avait trouvé un petit bungalow isolé sur Airbnb, niché dans les dunes de la plage de la Conche, promettant la solitude et une vue imprenable sur l'océan. Lorsque le taxi la déposa au bout d'un chemin sablonneux, elle ressentit la première étincelle de quelque chose qui n'était pas de la douleur depuis des semaines. L'air. C'est la première chose qu'elle remarqua. Il était pur, salé, et portait le son constant et rythmé des vagues s'écrasant sur le rivage. Un son qui n'était pas les sirènes de Paris. Un son qui promettait la purification, un nouveau départ. Le bungalow était la personnification de l'esthétique, claire et aérée. Les murs étaient d'un blanc immaculé, les planchers en bois clair craquaient doucement sous ses pieds, et le mobilier était minimaliste mais élégant. Le mur principal était entièrement vitré, avec des portes coulissantes qui s'ouvraient sur une terrasse en bois qui semblait flotter au-dessus du sable. La lumière inondait l'espace, dorée et douce dans l'après-midi finissant, éliminant toutes les ombres. Il n'y avait pas d'obscurité ici pour se cacher. Amélie laissa tomber sa valise sur le sol. Le son résonna dans l'espace ouvert. Elle marcha comme en transe jusqu'aux portes vitrées et les ouvrit. Le vent du large la frappa, fouettant ses cheveux et remplissant ses poumons. Elle s'appuya contre la balustrade de la terrasse, ses mains agrippant le bois usé par le soleil et le sel. Devant elle, l'océan s'étendait jusqu'à rencontrer le ciel en un horizon infini de bleu et d'or. C'était vaste, effrayant et incroyablement beau. Pour la première fois depuis des semaines, la tension dans sa poitrine se relâcha d'1 millimètre. La douleur était toujours là, une braise constante sous sa peau, mais ici, devant cette immensité, elle semblait plus petite, insignifiante. Les larmes qu'elle avait retenues si longtemps finirent par couler. Ce n'étaient pas des larmes de désespoir, comme celles qu'elle avait pleurées sur le sol de la salle de bain, mais des larmes de soulagement, d'épuisement. C'était la marée haute de son chagrin, qui refluait enfin. Elle resta là, le visage mouillé, le vent séchant les traces salées sur sa peau, et regarda le soleil fondre dans la mer. Elle ne savait pas ce que les 5 prochains jours apporteraient. Elle ne savait pas comment elle ramasserait les morceaux de sa carrière, de sa vie. Mais alors que la première étoile scintillait dans le ciel de velours, une certitude fragile mais réelle s'empara d'elle. Elle s'était enfuie au bout du monde pour se retrouver. Et peut-être, juste peut-être, que c'était exactement là qu'elle commencerait. Les 2 premiers jours sur l'île de Ré passèrent dans un brouillard de découverte de soi forcée. Amélie se réveillait avec la lumière du soleil inondant le bungalow blanc, la luminosité si intense qu'elle semblait être un ordre d'être heureuse. Elle se força à suivre une routine, course matinale sur la plage déserte, ses pieds s'enfonçant dans le sable frais et humide, l'air salin purifiant ses poumons.
Des heures passées sur la terrasse en bois, avec un livre qu'elle ne pouvait pas lire, les mots se brouillant sur la page, alors que ses yeux se perdaient dans la ligne hypnotique où la mer rencontrait le ciel. Les repas étaient solitaires, consommés dans la petite cuisine du bungalow, le cliquetis de sa fourchette contre l'assiette résonnant dans l'espace silencieux. Elle guérissait, se disait-elle. Mais la guérison ressemblait étrangement à de la solitude. La troisième nuit, le silence devint insupportable. Ce n'était pas le silence paisible qu'elle avait cherché, mais un silence lourd et accusateur qui lui laissait trop d'espace pour penser à Marc, à l'autre femme, à chaque petit signe qu'elle avait dans sa folle confiance ignorée. Elle se regarda dans le miroir. La peau hâlée ne pouvait cacher l'épuisement dans ses yeux. Elle avait besoin de bruit, de gens, d'une distraction plus forte que ses propres souvenirs. Sur une impulsion qui la surprit elle-même, elle enfila la seule robe élégante qu'elle avait apportée, une pièce en soie de couleur ivoire qui glissait sur son corps. Elle laissa ses cheveux détachés, les ondulations formées par le sel et le soleil tombant sur ses épaules. Maquillage minimal. Elle ne voulait pas se cacher. Elle voulait juste, pour une nuit, se sentir comme une version d'elle-même qui n'était pas brisée. Elle prit un taxi pour le complexe le plus exclusif de l'île, l'Éléphant Blanc. Le nom était presque ironique. L'endroit n'était pas un éléphant blanc, mais un sanctuaire de luxe discret. Le bar, appelé Le Phare, était une étude de clarté et de sophistication. Le comptoir était une longue et immaculée plaque de marbre blanc. Les murs de verre du sol au plafond offraient une vue panoramique sur le port, où des yachts blancs se balançaient doucement sur l'eau sombre. L'éclairage était doux, doré, se reflétant sur les verres en cristal et les sourires polis des autres clients. C'était un monde de privilèges tranquilles, à des années-lumière de son appartement du Marais. Amélie trouva une petite table de bistrot près de la fenêtre, se sentant à la fois exposée et anonyme. Elle commanda un verre de Sancerre, le vin blanc sec lui grattant la gorge d'une manière agréable. Elle regardait les gens, des couples qui riaient, des groupes d'amis qui partageaient des histoires. Personne ne semblait être seul. Le nœud dans son estomac se resserra à nouveau. C'était peut-être une erreur de venir. C'est alors qu'elle entendit la voix. Elle n'était pas forte, mais elle avait une résonance, une autorité tranquille qui tranchait avec le bourdonnement des conversations environnantes, une voix qui n'avait pas besoin de se forcer pour être entendue. Non, la proposition pour la filiale de Singapour peut attendre lundi. Je veux les rapports d'occupation de Miami sur mon bureau pour 9 heures demain. Curieuse, Amélie chercha la source de cette voix. Assis dos à elle au comptoir de marbre se trouvait un homme. Même de dos, il dégageait une présence indéniable. Des épaules larges sous une chemise en lin blanc impeccablement repassée, les manches nonchalamment retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras forts et une montre en platine dont l'éclat discret parlait d'une valeur obscène. Ses cheveux étaient sombres, coupés avec précision. La façon dont il tenait son verre de whisky, fermement mais sans tension, suggérait un homme habitué à être en contrôle. Il termina l'appel et resta silencieux un moment, faisant simplement tournoyer le whisky dans son verre, la glace produisant un doux cliquetis. Amélie détourna le regard, sentant une rougeur monter à son cou. C'était impoli de le dévisager. Mais il y avait quelque chose en lui, une aura de solitude contenue qui reflétait la sienne, qui l'empêchait de détourner complètement le regard. Puis, il se tourna. Ce ne fut pas un mouvement brusque. C'était lent, délibéré, comme s'il sondait la pièce. Et ses yeux rencontrèrent les siens. Le monde d'Amélie s'arrêta le temps d'un battement de cœur. Ses yeux n'étaient pas d'une couleur simple. Ils étaient d'un gris profond, comme un ciel d'orage au-dessus d'une mer calme. Et en eux, elle vit un épuisement qui allait bien au-delà de la fatigue physique. C'était un épuisement de l'âme. Il n'était pas classiquement beau comme Marc, avec son sourire facile et ses traits parfaits. Cet homme était différent. Son visage était une carte de fines rides autour de ses yeux et de sa bouche. Un visage sculpté par l'intensité, par la prise de décision difficile. Il était dangereux non pas pour sa beauté, mais pour son intelligence palpable. Il soutint son regard un instant de plus que ce qui était socialement acceptable. Il n'y avait pas de flirt dans son regard, mais plutôt une reconnaissance. Comme s'il voyait au-delà de la robe de soie et du verre de vin, directement dans le chaos qu'elle essayait de garder caché. Amélie sentit son cœur martelé contre ses côtes, une réaction physique et involontaire à la gravité de ce regard. Elle aurait dû détourner les yeux, feindre de l'intérêt pour le yacht qui se balançait dehors,
mais elle ne le pouvait pas. Il prit son verre, se leva et se dirigea vers elle. Chaque pas était mesuré, sans hâte. Il n'était pas un prédateur s'approchant de sa proie. Il était comme la force de la marée, inévitable. Il s'arrêta à côté de sa table. De près, son parfum la frappa, une fragrance subtile et chère, quelque chose de boisé et de propre, mêlé à l'odeur fraîche de l'air marin. « Désolé de vous déranger. » Sa voix était encore plus profonde de près, un baryton doux qui vibrait à travers elle. « Mais vous avez l'air d'être à des milliers de kilomètres. » Amélie cligna des yeux, la connexion visuelle enfin rompue. Elle chercha une réponse intelligente, quelque chose de spirituel, mais son esprit était vide. « Je profitais juste de la vue, » murmura-t-elle, se sentant ridicule. Un fantôme de sourire toucha ses lèvres, mais il n'atteignit pas ses yeux. « C'est une bonne vue pour se perdre. » Il désigna la chaise vide en face d'elle. « Et appuie-je » Elle devrait dire non. L'Amélie d'il y a 3 semaines aurait dit non. Elle aurait fait un sourire poli et trouvé une excuse. Mais l'Amélie d'il y a 3 semaines croyait aussi aux contes de fées. Cette Amélie, l'Amélie assise dans ce bar, était fatiguée d'être prudente, fatiguée d'avoir peur. « Vous pouvez » Les mots sortirent, avant qu'elle ne puisse réfléchir à 2 fois. Il s'assit, se déplaçant avec une économie de gestes qui était fascinante. Il ne se pencha pas en avant, n'envahit pas son espace. Il occupait simplement le sien, mais sa présence semblait changer l'atmosphère même autour de la table. « Julien » dit-il en tendant la main sur la petite table. « Amélie » répondit-elle en plaçant sa main dans la sienne. Le choc fut instantané. Sa main était grande, chaude, et sa poignée était ferme. Ce n'était pas juste un contact, c'était une connexion. Il lui tint la main 1 seconde de trop, ses yeux gris étudiant son visage. « Alors, Amélie, » dit-il, la relâchant enfin et se penchant en arrière sur sa chaise. « De quoi fuyez-vous » La question était si directe, si incisive qu'elle la prit par surprise. « Qui dit que je fuis » rétorqua-t-elle, essayant d'injecter un peu de défi dans sa voix. Il prit une gorgée de son whisky, ses yeux ne la quittant jamais par-dessus le bord du verre. Personne ne vient sur l'île de Ré seul un mardi soir pour s'asseoir dans un bar d'hôtel et fixer la mer comme s'il s'attendait à ce qu'elle avale tous ses mauvais souvenirs, à moins de fuir. Je reconnais ce regard. C'est le même que je vois dans le miroir chaque matin. Son honnêteté brute la désarma complètement. La façade qu'elle avait essayé de maintenir s'effondra. Elle prit son verre de vin, ses doigts tremblant légèrement. Elle voulait tout lui dire. La trahison, la douleur, le vide. Mais les mots ne venaient pas. « Et vous » dévia-t-elle, sa voix à peine un murmure. « De quoi fuyez-vous » ? D'un divorce qui refusait de mourir et d'une vie que j'ai construite, mais que je ne reconnais plus comme la mienne. La réponse vint sans hésitation, chargée d'une amertume contenue. De décisions que j'ai prises et des conséquences que je ne peux pas annuler. Ils se turent, mais c'était un silence confortable, complice. 2 étrangers sur une île, partageant le poids de leur passé sans avoir besoin d'entrer dans les détails. La nuit s'approfondissait dehors, l'eau du port se transformant en velours noir parsemé de reflets de lumière. « Pour une nuit » dit Amélie, les mots venant d'un endroit en elle qu'elle ne connaissait pas, un endroit d'insouciance et de désir. Pas de passé, pas de futur, pas de nom de famille. Julien l'étudia, son visage impénétrable dans la lumière dorée. Elle sentit sa peau picoter sous son regard intense, comme s'il pouvait voir chaque pensée, chaque peur. Elle s'attendait à ce qu'il rit, à ce qu'il la trouve pathétique. Au lieu de cela, il inclina légèrement la tête, une curiosité sincère dans les yeux. « Êtes-vous sûre de ça, Amélie ?» Sa voix était basse, presque un avertissement. Elle n'était sûre de rien. Mais l'idée d'être juste Amélie pendant quelques heures, de ne pas être l'ex-fiancée trompée, la nouvelle recrue prometteuse, était enivrante. C'était la liberté. Elle rencontra son regard, son cœur battant une cadence lourde et lente dans sa poitrine. « Je le suis !» Il sourit alors. Un vrai sourire cette fois, un sourire qui atteignit enfin ses yeux, faisant se creuser les fines rides et se réchauffer le gris de ses iris. C'était le sourire le plus dévastateur qu'elle ait jamais vu. Il leva son verre, le cristal tintant doucement contre le sien. « Alors pour une nuit, » dit-il, sa voix une promesse dangereuse. « Juste l'île de Ré. » Le toast scella un pacte silencieux. Le tintement des verres était un son délicat, qui semblait trancher l'atmosphère chargée entre eux. Amélie but le reste de son vin d'une traite, le liquide froid,
étant une contradiction bienvenue à la chaleur qui se propageait dans ses veines. Elle pouvait sentir le regard de Julien sur elle, un regard qui n'était pas lascif, mais analytique, presque comme s'il essayait de déchiffrer une énigme complexe. Et pour une raison quelconque, elle voulait être déchiffrée par lui. « Sortons d'ici, dit-il. » Ce n'était pas une question, c'était une déclaration d'intention. Il laissa un billet de 100 € sur la table, un geste si désinvolte qu'il disait tout du monde dans lequel il vivait, et lui tendit la main. Amélie hésita une fraction de seconde. Son esprit, la partie logique et blessée qu'il avait maintenue en état de fonctionner ces dernières semaines, hurlait des avertissements. « C'est de la folie, tu ne le connais pas, tu es vulnérable. » Mais son corps, affamé d'un contact qui ne soit pas de pitié ou de trahison, réagit le premier. Elle plaça sa main dans la sienne. La sensation était la même qu'auparavant, mais amplifiée. La chaleur, la fermeté, la façon dont ses doigts se refermèrent sur les siens, créant un cocon de sécurité au milieu de ce bar rempli d'étrangers. Il la conduisit dehors, sa main sur son dos, la guidant avec une certitude tranquille qui lui donna l'impression, pour la première fois depuis longtemps, qu'elle pouvait cesser de se battre, cesser d'être sur ses gardes. Dehors, l'air nocturne de l'île était frais et lourd du parfum envahissant du sel et du chèvrefeuille. La lune, presque pleine, jetait un chemin d'argent sur l'eau sombre du port. Au lieu d'appeler un taxi, il la guida vers la plage à côté du complexe, loin des lumières et du son étouffé de la musique. Ils marchèrent en silence sur le sable. Amélie enleva ses chaussures, sentant les grains frais et doux sous ses pieds. Le seul son était leur respiration et le murmure éternel des vagues se brisant sur le rivage. Chaque vague qui mourait sur le sable semblait emporter un peu de la tension de ses épaules. Ils s'arrêtèrent près du bord de l'eau, l'écume blanche des vagues clapotant sur leurs pieds nus. La lune illuminait son visage, ciselant ses traits d'argent et d'ombre. Il se tourna vers elle, mais il ne la toucha pas encore. Il y avait une distance respectueuse entre eux, un espace chargé d'une électricité presque visible. « Vous tremblez », observa-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure contre le bruit de la mer. Elle tremblait. Un fin tremblement parcourait son corps, un mélange de froid, de nervosité et d'une excitation qu'elle refusait de nommer. « Le vent est froid », mentit-elle. Il sourit, ce sourire lent et dévastateur. Non, il ne l'est pas. Il fit un pas en avant, réduisant de moitié la distance entre eux. « Vous avez peur ?»« Peut-être, » admit-elle, son cœur martelant un rythme effréné contre ses côtes. Elle leva le menton, rencontrant son regard gris. « Et vous? N'avez-vous peur de rien, Julien ?» L'ombre de quelque chose, douleur, regret, passa dans ses yeux. « J'ai peur de presque tout, Amélie, » confessa-t-il, sa voix rauque d'une honnêteté qui la frappa comme un coup de poing. « Mais surtout, j'ai peur des fins. C'est pourquoi j'aime les débuts. » Et puis, il combla la distance finale. Sa main se leva pour toucher son visage, ses doigts rugueux et chauds contre la peau douce de sa joue. C'était un contact hésitant, presque révérencieux, comme s'il demandait la permission. Amélie ferma les yeux, se penchant dans le contact, un abandon silencieux. Le baiser, quand il vint, n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Il n'était pas urgent ou affamé. Il était lent, profond, un baiser d'exploration. Ses lèvres étaient fermes et douces, et elles avaient un goût subtil de whisky et d'autre chose, quelque chose d'unique à lui. Il l'embrassa comme s'il avait tout le temps du monde, comme s'il voulait mémoriser chaque contour de sa bouche. La réponse d'Amélie fut instinctive. Elle ouvrit la bouche pour lui, une invitation silencieuse, et le baiser s'approfondit. L'hésitation se dissipa, remplacée par un besoin brut et mutuel. Ses mains trouvèrent sa poitrine, sentant le battement fort et régulier de son cœur sous la chemise en lin. Le tissu était doux sous ses doigts. Il gémit doucement contre sa bouche, un son qui envoya une vague de chaleur dans tout son corps. Sa main glissa de son visage à la nuque, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux, la tenant avec une fermeté à la fois possessive et protectrice. Son autre main trouva le creux de sa taille, l'attirant plus près jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre eux. Son corps était dur et chaud contre le sien. Elle se sentit petite, délicate, et pourtant incroyablement en sécurité. Ils se déplacèrent comme un seul être, s'éloignant de l'eau, trébuchant sur le sable jusqu'à trouver l'abri d'une dune. Il la pressa doucement contre la paroi de sable frais, son corps la protégeant du vent. Le baiser ne s'arrêta jamais, ne changeant que de rythme, devenant plus affamé, plus désespéré. C'était un baiser qui parlait de solitude, de douleur,
et d'un désir écrasant de se connecter à une autre âme, ne serait-ce que pour une nuit. Amélie. Il murmura son nom contre sa peau, ses lèvres traçant un chemin de feu le long de sa mâchoire jusqu'à son cou. Chaque contact de sa bouche envoyait des frissons le long de sa colonne vertébrale. Elle haleta alors que ses mains remontaient dans son dos, ses pouces faisant des cercles lents et torturants. La robe de soie était une barrière mince et inutile contre la chaleur de ses mains. Elle pouvait sentir chacun de ses muscles, tendus et contrôlés, pressés contre elle. « Je ne suis pas comme ça. » La confession lui échappa, un murmure haletant contre son oreille. « Je ne fais pas ça. Je sais. » Sa voix était un murmure rauque. Ses mains s'immobilisèrent, attendant. « Voulez-vous que j'arrête ?» La question resta en suspens entre eux. Elle le regarda dans les yeux, visible même dans la pénombre. Il y avait du désir là, sombre et profond, mais il y avait aussi du respect. Il s'arrêterait. Si elle le demandait, il s'éloignerait et la ramènerait à son bungalow, et la nuit se terminerait. Et cette certitude, cette démonstration de contrôle au milieu du chaos des sensations, fut ce qui la fit décider. Non, le mot sortit comme un soupir, lui abandonnant le dernier morceau de sa résistance. Je ne veux pas que vous arrêtiez. Ce qui suivit fut une danse lente et délibérée sous le regard de la lune. Il la ramena à son bungalow, leurs mains jointes, le silence entre eux maintenant chargé d'une anticipation palpable. À l'intérieur de l'espace clair et blanc, éclairé uniquement par la lumière argentée qui filtrait à travers les baies vitrées, la tension était encore plus grande. Il ferma la porte, le son du clic les isolant du reste du monde. Il n'y avait plus nulle part où fuir. Il l'embrassa à nouveau, cette fois avec une tendresse qui lui donna envie de pleurer. Il la déshabilla lentement, chaque vêtement retiré avec un soin qui la fit se sentir précieuse, adorée. Lorsqu'elle se tint nue devant lui, vulnérable sous son regard intense, elle ne ressentit aucune honte. La façon dont il la regardait, avec une admiration presque douloureuse, la fit se sentir comme la plus belle femme du monde. Il la guida jusqu'au lit, les draps blancs, frais et impeccables, contre sa peau chaude. Le clair de lune baignait la pièce, transformant tout en argent et en ombre. Quand il la rejoignit enfin, la sensation de sa peau contre la sienne fut électrique, un choc de chaleur et de texture. Il n'était que muscles et douceur rugueuse, son parfum l'enveloppant. Il l'aima avec une intensité contenue, une passion à la fois sauvage et incroyablement tendre. Il la regarda tout le temps, ses yeux gris verrouillés sur les siens, comme s'il voulait graver chaque réaction, chaque soupir, dans sa mémoire. Et quand ils culminèrent enfin ensemble, dans une vague de plaisir et de libération à bout de souffle, Amélie sentit quelque chose se briser en elle. Ce n'était pas seulement la fin de la douleur, c'était le début de quelque chose de nouveau et de terrifiant. Après, ils restèrent allongés en silence, leurs corps enlacés, le son des vagues dehors marquant le passage du temps. Sa tête reposait sur sa poitrine, se soulevant et s'abaissant avec sa respiration profonde et régulière. Elle pouvait sentir son cœur battre, fort et constant, sous son oreille. « À quoi pensez-vous » Sa voix était un murmure bas dans le calme de la pièce. Ses doigts traçaient des motifs paresseux sur son dos. Que cela n'aurait pas dû arriver. Amélie dit la vérité, sa voix étouffée contre sa peau. Elle marqua une pause, inspirant son parfum. Et que je ne regrette pas une seule seconde. Elle sentit sa poitrine vibrer d'un rire bas et doux. « Moi non plus », dit-il en embrassant le sommet de sa tête. « Pas une seconde. » Ils ne parlèrent pas du futur. Ils n'échangèrent pas de numéro de téléphone. Ils ne firent aucune promesse. Ils restèrent éveillés jusqu'à l'aube, parlant de choses triviales. Les étoiles, les livres, le son de la mer, comme s'ils étaient de vieux amis. Quand les premiers rayons de soleil peignirent le ciel de rose et d'or, une douce mélancolie s'installa entre eux. La fin de la parenthèse. La fin de juste l'île de Ré. Elle s'habilla en silence. Il la regardait depuis le lit, le drap blanc couvrant le bas de son corps, ses yeux gris suivant chacun de ses mouvements. À la porte, elle s'arrêta et se retourna. « Merci », dit-elle, ne sachant pas pourquoi. Exactement. Pour l'avoir fait oublier, pour l'avoir fait ressentir. Il sourit, un sourire triste et sincère. « Merci, Amélie. » Elle retourna à son propre bungalow, le corps endolori d'une manière délicieuse et le cœur étrangement léger. La douleur de Marc était toujours là, mais elle était maintenant recouverte d'une nouvelle couche, un souvenir doré et secret. Julien était une anomalie, un cadeau anonyme de l'univers.
Elle croyait l'avoir laissé sur l'île de Ré, qu'il ne serait qu'un souvenir gardé par l'océan. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que certaines nuits sont trop grandes pour être piégées sur une île, et que l'homme qui l'avait fait se sentir à nouveau vivante était sur le point de devenir l'architecte de son futur, d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. L'avion atterrit à Charles de Gaulle sous un ciel bas et gris, la fine brune d'automne tachant le hublot comme des larmes. Le contraste avec le bleu implacable de l'île de Ré fut un choc physique. Là-bas, l'horizon était infini, une promesse d'espace et de liberté. Ici, à Paris, l'horizon était une grille d'acier et de verre, les dents des gratte-ciel griffant un ciel indifférent. La réalité revint, non pas comme une douce vague, mais comme un tsunami. Dans le taxi jaune serpentant dans le trafic du périphérique, Amélie posa son front contre la vitre froide et embuée. L'odeur de la ville l'envahit, un mélange d'asphalte humide, de fumée de nourriture de rue et de l'odeur métallique de l'ambition. C'était l'odeur de chez elle, mais aujourd'hui, elle sentait comme une cage. Elle observait les visages des gens sur les trottoirs, chacun enfermé dans son propre monde de hâte et de soucis. La vraie vie, avec ses angles vifs et ses engagements inévitables, était de retour. Elle rejoint la nuit avec Julien dans son esprit, non pas comme un film continu, mais par fragments sensoriels. Le frottement de sa barbe de 3 jours contre sa peau, le poids de sa main sur sa taille, le goût du whisky sur sa bouche. Le son de son nom, murmuré dans cette voix profonde et rauque. Le souvenir était si vif que son corps réagit, une chaleur subtile se propageant dans sa poitrine. Elle écrasa la sensation. Julien appartiendrait à l'île de Ré. C'était un secret, une anomalie, une belle aberration qui n'avait pas sa place dans sa vie structurée de feuilles de calcul et de plans quinquennaux. C'était mieux ainsi, plus sûr. L'appartement qu'elle partageait avec Chloé sentait le café fort et la peinture à l'huile, l'odeur réconfortante de la normalité. Son amie était dans le salon, penchée sur une toile, mais elle se redressa à l'instant où Amélie entra, les yeux brillants de curiosité et d'inquiétude. « Alors ?» demanda Chloé avant même qu'Amélie n'ait posé sa valise. « Tu as l'air différente. » Différente. C'est exactement comme Amélie se sentait. Il y avait une nouvelle quiétude en elle, un centre calme au milieu de son ouragan de douleur. Elle força un sourire, le premier sourire sincère depuis des semaines. C'était bien. Exactement ce dont j'avais besoin. « Tu as rencontré quelqu'un ?» La question de Chloé était directe, sans détour. L'image du visage de Julien, illuminé par la lune, traversa l'esprit d'Amélie. Les yeux gris, le sourire dévastateur, la vulnérabilité qu'il essayait de cacher. Elle sentit une pointe de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la possessivité. Il était à elle, un secret qui n'appartenait qu'à elle. Non, le mensonge vint avec une facilité surprenante. Juste moi et l'océan. C'était parfait. Chloé l'étudia d'un regard perçant mais n'insista pas. Amélie ressentit un immense soulagement. Elle n'était pas prête à transformer Julien en mots, en une anecdote à analyser. Parler de lui le rendrait trop réel, le sortant du royaume magique de « juste l'île de Ré ». Le dimanche passa dans un flou d'activités pratiques. Faire la lessive, acheter des provisions, préparer les documents pour son premier jour au groupe hôtelier Moreau. La nuit, allongée dans son lit, elle regarda le plafond et fit une promesse silencieuse. Demain serait un nouveau départ, le vrai, sans marque, sans la douleur de la trahison, et définitivement sans hommes énigmatiques aux yeux d'orage qui lui faisaient oublier son propre nom. Lundi matin arriva, clair et froid. Le soleil d'automne jetait de longues ombres entre les gratte-ciel, une lumière pâle qui n'offrait aucune chaleur. Amélie se réveilla avant son réveil, un mélange d'anxiété et d'espoir bouillonnant dans son estomac. Elle choisit sa tenue avec le soin d'un soldat préparant son armure. Une jupe crayon noir, un chemisier en soie blanc, un blazer gris bien coupé. Professionnelle, confiante, impénétrable. Se regardant dans le miroir, elle aima ce qu'elle vit. Le soleil de l'île avait laissé sa peau avec un éclat doré et ses yeux semblaient plus clairs, plus vivants. Il y avait une nouvelle fermeté dans sa posture, une résolution qui n'existait pas avant le voyage. Elle était prête. La tour du groupe hôtelier Moreau s'élevait à la défense comme une aiguille de verre et d'acier perçant le ciel. C'était une structure impressionnante, moderne et impersonnelle, un monument au pouvoir et au succès. Amélie prit une profonde inspiration, sentant l'air froid remplir ses poumons, et entra. Le hall d'entrée était encore plus spectaculaire.
Un espace caverneux de 3 étages en marbre blanc, de Carrare et en verre. Une installation d'art cinétique, composée de milliers de pièces de métal polies, tournait lentement au centre, reflétant la lumière en motif hypnotique. Des cadres bien habillés glissaient dans l'espace avec une efficacité silencieuse, parlant à voix basse dans leur téléphone portable, le son de leurs chaussures chères résonnant doucement sur le marbre. L'air sentait l'argent et l'expresso. Tout ici murmurait le pouvoir. Madame Dubois, une femme impeccable dans la cinquantaine, avec des cheveux argentés tirés en un chignon parfait et un tailleur Chanel, s'approcha d'elle. « Je suis Éléonore Valois, directrice des ressources humaines. Bienvenue au groupe Moreau. » La poignée de main d'Éléonore était ferme, ses yeux intelligents évaluant Amélie derrière des lunettes de créateur. C'était le genre de femme qu'Amélie aspirait à devenir. Élégante, compétente, inébranlable. « Avez-vous fait bon voyage depuis l'île de Ré ?» demanda Éléonore en la conduisant vers une rangée d'ascenseurs en acier brossé. Le cœur d'Amélie fit un petit bond. « Comment avez-vous... » Votre adresse de départ figurait sur l'itinéraire de vol que vous nous avez envoyé pour le remboursement, expliqua Éléonore avec un sourire poli. C'est un endroit charmant. J'espère que c'était ressourçant. Ça l'était, très, murmura Amélie, se sentant stupide pour son moment de panique. L'ascenseur monta avec une vitesse silencieuse et vertigineuse, les chiffres numériques grimpant rapidement. Nous sommes dans une phase de transition cruciale, dit Éléonore, son ton professionnel. Nouveaux investissements, expansion sur le marché asiatique. C'est une période excitante pour rejoindre l'équipe. Elles sortirent au 72e étage. Le bureau était un labyrinthe de verre et de murs blancs. La lumière naturelle inondait l'espace depuis des fenêtres allant du sol au plafond, offrant une vue à couper le souffle sur Paris et la Seine. C'était l'esthétique, claire et aérée, poussée à l'extrême corporate. C'était beau, mais aussi froid, comme être à l'intérieur d'un iceberg. Avant de vous conduire à votre bureau, allons à l'auditorium, dit Éléonore en s'arrêtant devant une paire de hautes portes en verre dépoli. Monsieur, Moreau tient à accueillir personnellement toutes les nouvelles recrues de niveau senior. C'est une tradition. Amélie hocha la tête, l'estomac noué par le trac. Monsieur Moreau, le fondateur, la légende. Elle avait lu tous les articles à son sujet dans Les Échos et Le Figaro Économie. Un génie reclus qui avait transformé un petit héritage en un empire hôtelier mondial avant l'âge de 40 ans. Un homme connu pour sa vision implacable et son aversion pour la presse. Aucune photo récente de lui n'avait été publiée depuis des années. Éléonore ouvrit les portes. L'auditorium était un espace en pente, avec des rangées de fauteuils en cuir blanc, faisant face à une scène minimaliste. Quelques autres nouvelles recrues étaient déjà là, parlant à voix basse. « Asseyez-vous où vous voulez. Il ne devrait pas tarder. » dit Éléonore avant de s'éloigner pour parler avec un assistant. Amélie choisit un fauteuil au milieu, le cuir froid à travers sa jupe. Elle sortit un carnet et un stylo de son sac, les mains légèrement moites. Elle pouvait sentir l'anticipation dans l'air, une énergie nerveuse et excitée. Les lumières s'atténuèrent légèrement. Le bavardage cessa. Éléonore monta sur scène. « Bonjour à tous. Sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter le fondateur et PDG du groupe hôtelier Moreau, Monsieur Julien Moreau. » Une porte latérale sur la scène s'ouvrit, et le monde d'Amélie cessa de tourner. Non, ça ne pouvait pas être. L'homme qui entra sur scène n'était pas un étranger. C'était Julien, le Julien de l'île de Ré. Mais ce n'était pas l'homme détendu en chemise de lin froissé. C'était un prédateur dans son habitat naturel. Il portait un costume gris anthracite sur mesure qui semblait avoir été cousu sur son corps. Une chemise blanche impeccable et pas de cravate. La même présence écrasante, la même intensité dans ses épaules, mais maintenant amplifiée par une aura de pouvoir incontestable. Il se dirigea vers le pupitre en acrylique transparent. Pendant une fraction de seconde, juste une, ses yeux balayèrent l'auditoire et se fixèrent sur les siens. Le temps se figea. Le masque du PDG milliardaire vacilla. Amélie le vit. Elle vit le choc stupéfait, la reconnaissance instantanée, et une ombre de quelque chose qui aurait pu être de la panique brute dans ses yeux gris. Ce fut un moment qui dura moins d'une seconde, invisible pour quiconque d'autre, mais pour Amélie ce fut une éternité. Puis le masque revint en place, plus froid et plus impénétrable qu'auparavant. « Bonjour » sa voix résonna dans les haut-parleurs.
La même voix profonde, le même baryton qui avait murmuré son nom dans l'obscurité d'un bungalow de l'île de Ré. « Bienvenue au groupe Moreau ». Le sang d'Amélie se glaça dans ses veines, puis se précipita à ses oreilles, noyant le reste de son discours. Elle était piégée dans un cauchemar éveillé. L'homme avec qui elle avait partagé la nuit la plus intime et la plus imprudente de sa vie. L'inconnu qui l'avait fait se sentir assez en sécurité pour être vulnérable. Ce n'était pas un inconnu, c'était Julien Moreau, son patron. L'homme qui détenait maintenant le pouvoir sur son avenir, sa carrière, sa vie. L'île de Ré n'était pas un souvenir secret et sûr. C'était une bombe à retardement, et elle était assise en plein milieu de l'explosion. Le discours de Julien Moreau continua, mais pour Amélie, les mots n'étaient que du bruit. Une cacophonie de termes d'entreprise, synergie, projection du 4e trimestre, expansion du marché, qui ne pouvait pénétrer le mur de panique qui montait dans son esprit. Le sang martelait à ses oreilles, un rythme sourd et terrifiant. Elle sentait le regard de dizaines de personnes, mais le seul qui comptait était le sien. Bien qu'il s'adressât à l'auditoire, elle sentait le poids de ses yeux revenir sur elle, encore et encore, comme une aiguille de boussole trouve son or magnétique. Elle essaya de se concentrer, de se forcer à être la professionnelle qu'elle avait passé des années à construire. Elle ouvrit son carnet, son stylo planant sur la page blanche. Ses mains tremblaient si violemment que la pointe du stylo griffait des lignes tremblantes et insignifiantes sur le papier. Elle serra les doigts autour du corps lisse du stylo, ses jointures blanchissant, dans une tentative désespérée de s'ancrer dans la réalité. « Respire, Amélie, respire. » L'air qui entrait dans ses poumons semblait mince et inutile. Sur scène, il était l'image même du contrôle. Il se déplaçait avec une confiance naturelle, utilisant des gestes précis pour souligner un point. Sa voix, la même voix qui avait été un murmure rauque contre sa peau, était maintenant un outil de pouvoir, net et autoritaire. Mais Amélie voyait les fissures. Elle vit la façon dont il passa une main dans ses cheveux sombres une fois, un geste rapide, presque imperceptible qu'elle reconnut de la nuit sur la plage, un signe de nervosité. Elle vit la tension dans sa mâchoire quand il sourit à l'auditoire, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux gris. Il était aussi secoué qu'elle. La prise de conscience n'apporta aucun réconfort, seulement une nouvelle vague d'effroi. « Notre plus grande force ne réside pas dans nos bâtiments ou dans notre capitale, » dit-il, sa voix résonnant dans le silence attentif. « Elle réside dans nos gens, dans l'innovation et le dévouement que chacun d'entre vous apporte. » Il marqua une pause, et pendant un instant terrible, ses yeux se verrouillèrent directement sur les siens. Il y avait un univers de choses non dites dans ce regard, accusations, regrets, une question silencieuse. Qu'avons-nous fait? Ce fut si rapide qu'elle se persuada presque de l'avoir imaginé. Et c'est pourquoi, continua-t-il en détournant le regard, je tiens à rencontrer personnellement chaque nouveau leader qui rejoint notre équipe. Le cœur d'Amélie sombra. Non, s'il vous plaît, non. Il descendit de la scène avec la même grâce contenue, les mains jointes derrière le dos. Éléonore Valois, la directrice des RH, se leva, un sourire professionnel sur le visage, prête à commencer les présentations. Il venait vers elle. Chacun de ses pas sur la moquette grise était un bruit sourd qui faisait écho au martèlement dans sa poitrine. Ses instincts lui hurlaient de courir, de disparaître, mais elle était paralysée dans son fauteuil en cuir blanc, une proie devant un prédateur qu'elle avait elle-même invité dans sa vie. « Voici David Chen, notre nouvel analyste des acquisitions », commença Éléonore. Julien serra la main de l'homme, un sourire poli sur le visage. « Bienvenue, David. Vos recommandations sur le portefeuille de Shanghai étaient impressionnantes. Et voici Sarah Jenkins, du marketing digital. Sarah, j'ai adoré votre campagne pour la ligne de complexe Sérénité. Audacieux. » À chaque présentation, il se rapprochait. Amélie pouvait sentir l'odeur subtile de son eau de Cologne, le même parfum boisé qui s'était attardé sur ses draps à l'île de Ré. Un parfum qui était autrefois celui du désir était maintenant celui du danger. Ses paumes étaient moites, et elle les sécha discrètement sur sa jupe. Et, enfin, la voix d'Éléonore sonna comme une sentence. « J'aimerais vous présenter Amélie Dubois, notre nouvelle coordinatrice de la stratégie hôtelière. » Amélie vient de HEC et vient de rentrer d'un bref, et bien mérité, voyage reposant sur l'île de Ré. L'air entre eux se raréfia, chargé d'une tension presque physique. Le temps sembla ralentir. Julien s'arrêta devant elle. Il tendit la main,
un geste professionnel et impeccable, mais Amélie vit le léger tremblement de ses doigts. Elle se força à se lever, les jambes instables. Elle tendit sa propre main priant pour qu'il ne sente pas à quel point elle était froide et moite. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Dubois. » Sa voix était un murmure contrôlé, mais elle connaissait ce ton. C'était le même ton qu'il avait utilisé sur la plage, juste avant de l'embrasser. La formalité de Madame Dubois était une barrière fragile contre l'intimité de Amélie, qui résonnait encore dans sa mémoire. « Le plaisir est pour moi, Monsieur Moreau », réussit-elle à dire, sa voix étonnamment stable. Le contact de leurs mains fut comme un choc électrique. Un courant de mémoire remonta son bras, la chaleur de sa peau contre la sienne, la force de sa poigne. Cela ne dura qu'une seconde, mais ce fut suffisant pour tout ramener. Il ne lâcha pas sa main immédiatement. Ses doigts se resserrèrent légèrement autour des siens, un geste possessif et secret que personne d'autre ne pouvait voir. « L'île de Ré », dit-il, ses yeux gris fixés sur les siens, occultant le reste de la pièce. « C'est un endroit spécial. Je suis sûr que c'était inoubliable. » Chaque mot était une arme à double sens. Il ne parlait pas de l'île, il parlait d'eux, de leur nuit. Amélie déglutit difficilement, la boule dans sa gorge rendant la respiration difficile. C'était très ressourçant. Éléonore continuait de parler, quelque chose sur les responsabilités d'Amélie, mais ces mots se perdaient dans le vide qui existait entre Amélie et Julien. Ils étaient dans leur propre monde, un champ de bataille silencieux, déguisé en salutation professionnelle. « Eh bien, Madame Dubois, » dit-il enfin en relâchant sa main. La perte soudaine de contact la laissa étrangement froide et exposée. « J'espère que vous vous sentirez chez vous ici. Ma porte est toujours ouverte si vous avez besoin de quoi que ce soit. » La phrase était standard, corporative, mais la façon dont ses yeux brillèrent un instant lui donna une signification complètement différente, plus intime et dangereuse. Elle vit le moment où il réalisa le double sens, la façon dont sa mâchoire se contracta subtilement. « Merci, monsieur », murmura-t-elle, se rasseyant, tout son corps tremblant. Il passa à l'employé suivant, mais Amélie sentit le changement en lui. La confiance impeccable avait une petite fissure. Le rythme de son discours était un peu plus rapide. L'enfer qu'elle vivait était un enfer partagé. Lorsque la réunion se termina, les gens commencèrent à se lever, à discuter et à quitter l'auditorium. Amélie resta assise, rassemblant ses affaires avec une lenteur délibérée, espérant que la salle se viderait. Elle avait besoin d'un moment, une seconde pour traiter l'ampleur du désastre, mais quand elle leva les yeux, il était toujours là, sur la scène, faisant semblant d'organiser des papiers, mais ses yeux étaient fixés sur elle. Il attendait qu'il soit seul. Le cœur d'Amélie s'emballa. Les dernières personnes partirent, y compris Éléonore, qui adressa à Amélie un dernier sourire encourageant. « Bonne chance pour votre premier jour. » La porte se ferma avec un clic doux, un son qui résonna dans le silence assourdissant. Soudain, le vaste auditorium semblait claustrophobique. Il n'y avait plus que deux. Elle se tenait entre les fauteuils, son sac à main serré contre sa poitrine, comme un bouclier. Il descendit lentement de la scène, les mains fourrées dans les poches de son costume coûteux. La façade du PDG avait disparu. Devant elle se tenait l'homme de l'île de Ré, le visage empreint d'incertitude. « Amélie !» Sa voix était rauque, dépourvue de toute formalité. « Non !» Elle secoua la tête, faisant un pas instinctif en arrière. « Ne dites rien, s'il vous plaît. » Je ne savais pas. Il s'arrêta à quelques mètres, respectant son espace. « Je jure devant Dieu, je ne savais pas que c'était vous. L'embauche a été faite par Éléonore. Je n'ai vu votre nom complet que ce matin sur la note de service. » Amélie laissa échapper un rire, mais le son était creux, sans humour. Comme c'est pratique. L'amertume dans sa voix la surprit. « Amélie, vous devez me croire. Si j'avais su... »« Si vous aviez su, quoi ?» l'interrompit-elle, sa voix montant, alimentée par l'adrénaline et la panique. « Ça ne serait pas arrivé. Vous ne m'auriez pas touché. Vous n'auriez pas... » Elle ne put finir la phrase. Le souvenir de leur intimité était trop vif et douloureux. « Non !» Sa réponse fut ferme, et elle la surprit. « Je n'aurais pas laissé ça arriver, parce que j'aurais su que ça se terminerait exactement comme ça, dans cette situation impossible. » Ces mots la frappèrent comme une gifle. Impossible, c'est ce qu'ils étaient. Donc, il regrettait. La prise de conscience lui fit plus mal qu'elle ne l'avait prévu. « Donc vous regrettez ?» affirma-t-elle, sa voix un murmure fragile. Julien hésita, le masque de l'homme d'affaires tombant complètement.
Pendant un instant, Amélie vit l'homme vulnérable de la plage, l'homme qui parlait de fin et de nouveau départ. « Je regrette de ne pas avoir été honnête sur qui j'étais, » répondit-il finalement, sa voix basse et profonde. « Mais non, je ne regrette pas cette nuit. » Des larmes chaudes et furieuses piquèrent les yeux d'Amélie. Elle ne pouvait pas pleurer. Pas ici, pas devant lui. Ça ne peut plus arriver. Sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Plus jamais. Je sais. Nous allons faire semblant, continua-t-elle, les mots sortant en cascade. Faire semblant que nous ne nous sommes jamais rencontrés, que l'île de Ré n'est jamais arrivée. C'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? Il la regarda longuement, son visage un canevas d'émotions contradictoires. Douleur, résignation et autre chose, quelque chose qu'elle ne pouvait déchiffrer. « Si c'est ce dont vous avez besoin pour aller bien, dit-il, sa voix pleine d'une tristesse qui l'enveloppa, alors c'est ce que nous ferons. » Elle hocha la tête, un mouvement sec et robotique. Elle se tourna pour partir, pour fuir ce champ de mines émotionnelles. Mais alors qu'elle atteignait la porte, sa voix l'arrêta. « Amélie. » Elle s'arrêta, la main sur la poignée en acier froid, mais elle ne se retourna pas. « Bienvenue au groupe Moreau. » Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration de l'air froid et stérile de l'auditorium, et sortit, fermant la porte sur la nuit la plus inoubliable de sa vie et sur l'homme qui était maintenant, indéniablement, son plus grand et plus dangereux problème. Les premiers jours d'Amélie au groupe Moreau se transformèrent en un exercice de survie émotionnelle. Elle arrivait au bureau lorsque le soleil du matin jetait encore de longues ombres froides sur Paris et repartait bien après que la ligne d'horizon se soit transformée en une tapisserie de lumière scintillante. Le travail devint son sanctuaire, un labyrinthe de feuilles de calcul, de rapports de marché et de conférences téléphoniques qui exigeaient toute sa concentration. C'était un bouclier fragile, mais le seul qu'elle avait contre la réalité que Julien Moreau existait dans le même bâtiment, respirait le même air filtré, et était le soleil autour duquel tout cet univers d'entreprise gravitait. Il était partout et nulle part. Mardi, elle l'aperçut de l'autre côté du plateau de bureau en open space. Il était dans une salle de réunion au mur de verre, le fameux « aquarium », comme l'appelèrent les employés. Penché sur une table, pointant un graphique, l'intensité de sa posture était palpable même à distance. La lumière filtrant à travers les baies vitrées illuminait le profil de son visage, soulignant la ligne forte de sa mâchoire. Pendant un instant, il leva les yeux et son regard balaya l'étage, s'arrêtant sur elle une fraction de seconde. C'était suffisant. Le cœur d'Amélie trébucha et elle détourna rapidement les yeux vers son écran d'ordinateur, le visage brûlant, se sentant exposée, comme si tout le monde pouvait voir l'histoire secrète qui existait entre eux. Mercredi, elle attendait l'ascenseur avec un groupe de collègues lorsque les portes s'ouvrirent et il était à l'intérieur, seul. L'espace sembla rétrécir, l'air devenant épais et lourd. Amélie entra et se plaça dans le coin le plus éloigné, les yeux fixés sur les chiffres numériques qui montaient. Elle pouvait sentir sa présence, la chaleur qui émanait de son corps, l'odeur subtile de son eau de Cologne. Le silence dans l'ascenseur était une chose vivante, palpitante. Elle pouvait entendre sa propre respiration, trop rapide, trop superficielle. Les 30 secondes qu'il fallut pour atteindre son étage semblèrent une éternité. Quand les portes s'ouvrirent, elle se précipita dehors sans regarder en arrière, murmurant un « bonjour » général à personne en particulier. Elle ne le vit pas, mais elle sentit ses yeux dans son dos jusqu'à ce que les portes se ferment. Jeudi fut le pire. Elle fut convoquée à une réunion de stratégie avec Éléonore et son chef de département. 5 minutes après le début, la porte s'ouvrit et Julien entra. « S'il vous plaît, continuez », dit-il, sa voix calme et professionnelle, alors qu'il s'asseyait à l'autre bout de la longue table de conférence. « Je suis juste là pour observer. » Observer. Le mot résonna dans l'esprit d'Amélie. Elle sentit une sueur froide perler dans sa nuque. Soudain, la présentation qu'elle avait préparée et répétée sembla triviale, les mots coincés dans sa gorge. Elle essaya de garder sa concentration sur Éléonore, mais elle était magnétiquement consciente de Julien. Elle sentait ses yeux sur elle, non pas comme un patron évaluant une employée, mais avec la même intensité analytique qu'il avait utilisée dans le bar de l'île de Ré. Il l'étudiait, la décortiquait. Quand ce fut son tour de parler des tendances de l'hôtellerie de luxe, sa voix sortit un peu plus aiguë que la normale. Elle s'éclaircit la gorge. Les données démographiques pour... Le mot se bloqua, un blanc soudain et humiliant. Elle baissa les yeux sur ses notes,
les lettres dansant sur la page. Le silence dans la pièce était assourdissant. Pour le segment du voyage expérientiel, la voix de Julien trancha le silence. Ce n'était pas un ton de réprimande, mais d'aide, doux, presque imperceptible. Ses yeux rencontrèrent les siens à travers la table. Il y avait quelque chose dans son regard, une compréhension silencieuse, qui était à la fois un soulagement et une torture. Il essayait de l'aider à s'en sortir, et cela rendait tout pire. « Oui, merci », murmura-t-elle, reprenant le fil et terminant sa partie de la présentation en pilote automatique, les mots sortant de sa bouche sans qu'elle ne les traite vraiment. « Excellente analyse, Madame Dubois », dit-il quand elle eut terminé, son ton parfaitement neutre, clair et concise. L'éloge, qui aurait dû être une validation, ressemblait à une aumône, une façon de mettre fin au moment gênant. Elle quitta la réunion en se sentant petite et incompétente, la colère contre elle-même bouillonnant juste sous la surface. Leur pacte ne fonctionnait pas, faire semblant était un poison lent. À la fin de la journée, elle était dans la salle des archives, une pièce froide et peu utilisée au bout du couloir, à la recherche de vieux rapports. L'odeur de papier et de poussière emplissait l'air. C'était un refuge loin de l'éclat et du verre du reste du bureau. Elle était debout sur un petit escabeau, essayant d'atteindre une boîte sur l'étagère la plus haute, quand elle entendit des pas approcher. Elle se figea. Elle sut qui c'était, avant même qu'il n'apparaisse dans l'embrasure de la porte. Il y avait une cadence spécifique dans sa démarche, une confiance tranquille qu'elle avait mémorisée sans s'en rendre compte. Il s'arrêta à l'entrée, remplissant l'espace. « Besoin d'un coup de main ?» Amélie se tourna sur l'escabeau, le cœur battant à tout rompre. La salle des archives sembla soudain dangereusement petite. « Non, merci. Je l'ai. » Elle tira sur la boîte, qui était plus lourde qu'il n'y paraissait, et faillit perdre l'équilibre. En un instant, il fut là, ses mains fermes sur sa taille, pour la stabiliser, prenant la boîte de ses mains. Son contact, même à travers le tissu de son blazer, fut comme un éclair. Son corps se souvint avant que son esprit ne puisse réagir. La chaleur, la force. Elle se raidit, s'éloignant dès qu'elle retrouva l'équilibre. « Merci », dit-elle, la voix tendue, évitant son regard. Il posa la boîte sur une table voisine et, au lieu de partir, ferma la porte de la salle des archives derrière lui. Le clic doux de la serrure sonna comme celui d'une cellule. « Comment allez-vous, Amélie ?» demanda-t-il. Sa voix basse, intime, la formalité complètement disparue. « Je vais bien, » mentit-elle, se tournant vers la boîte et faisant semblant de chercher un document. « Le travail est stimulant. Je ne demande pas pour le travail. » Il ne bougea pas, mais sa présence semblait consommer tout l'oxygène de la pièce. « Je demande pour vous. »« Il n'y a pas de vous à interroger, monsieur Moreau, » rétorqua-t-elle, la formalité une arme. « Nous avons un accord, vous vous souvenez ?» Elle le sentit faire un pas de plus. « Notre accord est en train de vous tuer. Je le vois. Vous êtes pâle. Vous ne dormez pas. Vous avez failli craquer dans cette réunion aujourd'hui. » Ces mots la frappèrent, précis et cruels, parce qu'ils étaient vrais. La colère l'inonda, une défense bienvenue contre la vulnérabilité. Elle se tourna pour lui faire face. « Et c'est la faute de qui ? Pensez-vous que c'est facile de travailler dans un endroit où chaque couloir pourrait mener à une collision avec la plus grande erreur de ma vie ?» La douleur brilla dans ses yeux, si brute et inattendue qu'elle la fit presque tressaillir. « Suis-je une erreur, Amélie ? Vous êtes une complication que je ne peux pas me permettre, » murmura-t-elle férocement. « Je suis venue ici pour construire une carrière, pour recommencer après que ma vie a été détruite par des mensonges. Et maintenant, je suis piégée dans ce jeu ridicule de faux-semblants avec le PDG de l'entreprise. Et vous pensez que c'est facile pour moi ?» Sa voix était un rugissement contenu. « De prétendre que la femme la plus intelligente et captivante que j'ai jamais rencontrée n'est qu'une autre employée. De m'asseoir dans une pièce et de vous regarder chercher vos mots, quand tout ce que je veux faire, c'est traverser cette table et vous dire que vous êtes brillante et que tout va bien se passer. » L'air crépitait entre eux, chargé de ressentiment et d'une vérité indéniable. Ils souffraient tous les deux. « Vous devez arrêter, » dit-elle, la voix brisée. « Vous devez garder vos distances. »« J'essaie. » Il passa une main dans ses cheveux, le geste de frustration qu'elle connaissait si bien maintenant. « Mais ce n'est pas si simple. Ça doit l'être. » Elle le regarda, ses défenses s'effondrant, révélant l'épuisement en dessous. « S'il vous plaît, Julien, je ne peux pas faire ça si vous ne me laissez pas tranquille. » L'utilisation de son prénom resta en suspens, un aveu d'intimité qu'aucun d'eux ne pouvait nier.
Il la regarda longuement, le conflit visible sur son visage. Finalement, il hocha la tête, la défaite lourde sur ses épaules. « D'accord, dit-il, la voix résignée. Je vais essayer plus fort. » Il se tourna et ouvrit la porte. Avant de partir, il s'arrêta et la regarda par-dessus son épaule. « Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, la porte est toujours ouverte. » Il était parti, laissant Amélie seule dans le silence de la salle des archives, la faible odeur de son eau de Cologne flottant dans l'air. Elle s'appuya contre la table, ses jambes cédant enfin. La confrontation ne l'avait pas libérée. Elle n'avait fait que confirmer à quel point leur situation était insoutenable. Prétendre que l'île de Ré n'était jamais arrivée. C'était comme essayer de prétendre que l'océan n'existait pas pendant qu'on s'y noyait. Et ils se noyaient tous les deux. Après la confrontation dans la salle des archives, un changement subtil se produisit. Julien tint parole. La distance qu'il imposa était presque physique, une barrière de professionnalisme froid qu'il érigea autour de lui. Il n'apparaissait plus dans ses réunions. S'ils se croisaient dans le couloir, il offrait un signe de tête poli et impersonnel, ses yeux gris glissant sur elle sans s'attarder. Pour le reste du monde, ils étaient exactement ce qu'ils étaient censés être, le PDG et une employée de niveau intermédiaire, séparés par 12 couches de hiérarchie d'entreprise. Amélie aurait dû se sentir soulagée, et, d'une certaine manière, elle l'était. L'anxiété aiguë de le croiser à chaque tournant s'apaisa. Elle pouvait se concentrer sur son travail, s'immergeant dans les projets complexes d'optimisation des services pour les hôtels européens de l'entreprise. Elle commença à se démarquer. Ses idées étaient innovantes, ses analyses précises. Éléonore Valois la loua dans un email à tout le département, et le patron d'Amélie commença à lui confier plus de responsabilités. Elle était enfin en train de construire la carrière pour laquelle elle était venue à Paris. Mais le soulagement était une mince couche de glace sur un lac profond et sombre. Son absence était aussi bruyante que sa présence l'avait été. Chaque fois que l'ascenseur arrivait sans lui, elle ressentait une pointe de quelque chose qu'elle refusait de nommer déception. Chaque réunion qui se terminait sans son interruption inattendue semblait vide. Elle se surprenait à jeter un coup d'œil à la salle de réunion l'Aquarium, espérant voir sa silhouette, et ressentait un vide creux quand il n'était pas là. Elle se détestait pour ça, détestait la faiblesse, la façon dont son corps et son esprit la trahissaient, aspirant à une complication qu'elle avait elle-même bannie. Et puis les murmures commencèrent. Au début, ils étaient presque imperceptibles. Une conversation qui s'arrêtait brusquement quand elle s'approchait de la machine à café. Des regards curieux qui la suivaient quand elle passait. Des sourires qui n'atteignaient pas les yeux. Amélie essaya de l'ignorer, se disant que c'était de la paranoïa, le résultat de son propre secret coupable projeté sur les autres. Mais le sentiment d'être observée s'intensifia. C'est dans la salle de pause, en attendant que le micro-ondes réchauffe son déjeuner, qu'elle l'entendit pour la première fois. 2 femmes du département marketing, pensant être seules, parlaient à voix basse. « Tu as vu comment il la regardait à la réunion générale. Celle du premier jour ?» dit la première, une blonde nommée Jessica. « Carrément, » répondit l'autre. On aurait dit qu'il allait l'incendier avec ses yeux. Et maintenant, soudain, il ne reconnaît même plus son existence. Bizarre, non? On dit qu'il l'a embauchée personnellement. Une embauche directe, contournant le processus normal. L'ami de ma cousine qui travaille au CRH a dit que son CV est juste apparu de nulle part en haut de la pile. Sérieusement? Alors il y a quelque chose. Personne n'arrive à un poste comme ça si vite, surtout pas quelqu'un de si jeune. Le bip du micro-ondes sonna comme une alarme incendie. Les 2 femmes se tournèrent, leur visage rougissant en voyant Amélie debout là. Un silence gêné s'installa. « Salut, Amélie » dit Jessica, sa voix trop enjouée. « Bon appétit !» Elles s'éloignèrent de précipitamment, laissant Amélie seule avec sa nourriture désormais insipide et le poison de leurs paroles flottant dans l'air. Embauche directe. La façon dont il la regardait. Si jeune. Elles assemblèrent les pièces, mais l'image qu'elles formaient était laide et déformée. Le récit n'était pas celui de 2 adultes qui avaient fait une erreur, mais celui d'une jeune femme ambitieuse, utilisant ses charmes pour gravir les échelons, et d'un patron puissant profitant de sa position. La nourriture se transforma en un nœud dans son estomac. Elle jeta son déjeuner à la poubelle et retourna à son bureau sentant des dizaines d'yeux dans son dos. Cet après-midi-là, la paranoïa devint réalité. Elle était en réunion d'équipe quand un collègue, Grégoire,
un analyste senior au sourire suffisant, fit un commentaire. Amélie venait de présenter une proposition complexe. « Impressionnant, Amélie, » dit Grégoire, se penchant en arrière sur sa chaise. « Vous devez avoir accès à un niveau d'information que nous autres n'avons pas pour obtenir ces données si rapidement. » Le commentaire était voilé, mais l'insinuation était limpide. Il suggérait qu'elle avait une source privilégiée. Le sang monta au visage d'Amélie. « Les données sont disponibles sur le serveur partagé, Grégoire, » répondit-elle, la voix aussi froide que la glace. « Il suffit de savoir où chercher. » La tension dans la pièce était palpable. Certains collègues détournèrent le regard, mal à l'aise. D'autres observaient avec un intérêt malveillant. Elle avait gagné la petite bataille, mais elle sentait que la guerre ne faisait que commencer. Sa compétence était maintenant suspecte. Chaque réussite serait entachée de la même question silencieuse. L'a-t-elle méritée ou était-ce grâce à lui? Ce soir-là, elle raconta tout à Chloé, les mots se déversant en un torrent de frustration et de peur alors qu'elle traversait le pont des Arts, les lumières de Paris scintillant devant elle. « Ils me transforment en cliché, Chloé, » dit Amélie, la voix étranglée par l'émotion. La stagiaire ambitieuse et le patron puissant. Et le pire, c'est que je me sens coupable. Comme si, d'une certaine manière, je le méritais. Chloé s'arrêta et saisit les épaules d'Amélie, la forçant à la regarder. « Écoute-moi, tu n'as rien fait de mal. Tu as eu une aventure avec un homme célibataire. Tu ne savais pas qui il était. Et depuis que tu l'as découvert, tu as été la professionnelle la plus dévouée que je connaisse. Ce n'est pas ta faute, c'est la leur mentalité mesquine et sexiste. Mais ça pourrait détruire ma carrière, murmura Amélie. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Alors tu dois être plus intelligente qu'eux, dit Chloé, sa voix féroce. Sois si bonne dans ton travail que personne ne pourra remettre en question ton mérite. Documente tout. Sois inattaquable. Les mots de Chloé furent un baume, mais la peur demeura. La situation échappait à son contrôle. Les murmures devenaient plus forts, construisant un récit qu'elle ne pouvait pas combattre car pour le combattre, elle devrait admettre la vérité. Et la vérité était une bombe qui détruirait non seulement elle, mais aussi Julien. La pression sur lui devait aussi monter. Elle se demandait s'il entendait les mêmes murmures, sentait les mêmes regards. Elle le vit un après-midi, sortant d'une réunion avec 2 hommes plus âgés en costume. Des membres du conseil d'administration, supposa-t-elle. Le visage de Julien était tendu, un masque de granit. Il avait l'air plus fatigué, les rides autour de ses yeux plus profondes qu'elle ne s'en souvenait. Le poids d'un empire d'1 milliard d'euros semblait petit comparé au poids d'un secret partagé. Vendredi, elle reçut un email d'Éléonore Valois. L'objet était « Évaluation de performance confidentielle ». Le cœur d'Amélie se glaça. C'était trop tôt pour une évaluation. Elle cliqua sur l'email, les mains tremblantes. « Amélie, veuillez me rejoindre dans mon bureau à 16h pour une discussion informelle sur vos progrès et votre alignement futur. Cordialement, Éléonore. » Ce n'était pas une évaluation. C'était une convocation. Elle passa le reste de la journée dans un état d'anxiété paralysante. À 16h, elle frappa à la porte en verre dépoli d'Éléonore, se sentant comme une prisonnière marchant vers son jugement. « Entrez, Amélie, asseyez-vous, » dit Éléonore, son sourire professionnel fermement en place, mais ses yeux derrière les lunettes de créateur étaient sérieux. Éléonore ne tourna pas autour du pot. « Amélie, je dois être directe. J'ai reçu des commentaires, des murmures sur la nature de votre relation avec M. Moreau. » Le sol sembla disparaître sous les pieds d'Amélie. « Ce ne sont que des ragots sans fondement, Éléonore. » Sa voix sortit faible, peu convaincante. « Vraiment ?» Éléonore la fixa, son regard perçant. « Parce que dans le monde de l'entreprise, la perception devient souvent la réalité. Et la perception actuelle est qu'il y a un conflit d'intérêts. J'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. Y a-t-il quelque chose entre vous et M. Moreau que je devrais savoir ?» Amélie ouvrit la bouche pour livrer le démenti qu'elle avait répété, le mensonge qui la gardait en sécurité. Mais quelque chose dans l'expression d'Éléonore l'arrêta. Ce n'était pas de l'accusation, c'était de l'inquiétude. Et sous la surface, il y avait de la peur des conséquences. Le silence s'étira. C'était sa chance d'en finir, de le nier avec véhémence, et peut-être de convaincre Éléonore. Mais le poids du mensonge, l'effort de faire semblant, était écrasant. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'interphone sur le bureau d'Éléonore bipa. La voix d'une assistante retentit, tendue.
Éléonore, désolé d'interrompre, mais Monsieur Moreau a besoin de vous dans la salle du conseil. Immédiatement. Éléonore fronça les sourcils, l'inquiétude sur son visage s'approfondissant. J'arrive. Elle se retourna vers Amélie. Nous devrons continuer cette conversation plus tard. Mais alors qu'Amélie se levait pour partir, elle sut. Ce n'était pas un report. C'était une escalade. Les murmures avaient atteint les bonnes oreilles, et la tempête qu'elle et Julien avaient tenté d'éviter était sur le point d'éclater juste au-dessus d'eux. Amélie retourna à son bureau, mais l'espace de bureau ouvert et lumineux lui parut soudain une prison de verre. Chaque clic de clavier, chaque sonnerie de téléphone sonnait comme un compte à rebours. La conversation inachevée avec Éléonore planait au-dessus d'elle comme un nuage d'orage. « J'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. » L'honnêteté était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. L'honnêteté était une confession. Elle essaya de travailler, mais les mots sur son écran d'ordinateur se brouillèrent en une soupe insignifiante. Son esprit était bloqué dans la salle du conseil. Que se passait-il là-dedans? La convocation urgente d'Éléonore, le ton tendu de la voix de l'assistante, tout indiquait une crise. Une crise qui, elle le soupçonnait avec une certitude nauséabonde, portait son nom en son centre. Une heure passa. Puis, une autre. Le soleil de l'après-midi commença à descendre, peignant le ciel d'orange et de violet sur la Seine. Les gens commencèrent à ranger leurs affaires, le bavardage animé des projets du week-end remplissant l'air. Pour Amélie, les sons semblaient provenir d'une autre planète. Elle était piégée dans sa propre bulle d'effroi silencieux. Peu après 6 heures, son email sonna avec un nouveau message. L'expéditeur était Julien Moreau. Son cœur lui sauta à la gorge. L'objet était un seul mot, maintenant. Et dans le corps de l'email, juste son numéro de bureau, 700-501. C'était un ordre. Il n'y avait pas de demande, pas de politesse, juste de l'urgence. Ses jambes lui parurent de plomb alors qu'elle se levait. Elle attrapa son sac à main, un mouvement automatique. En passant devant les quelques personnes encore au bureau, elle sentit leurs regards comme de petites aiguilles sur sa peau. Savait-il? Ou était-ce juste son imagination? L'ascenseur pour l'étage de la direction nécessitait une carte d'accès spéciale. La sienne ne fonctionnerait pas. Elle resta là, incertaine, jusqu'à ce que les portes d'un des ascenseurs s'ouvrent et que l'assistant personnel de Julien, un jeune homme tendu nommé Alex, en sorte. « Madame Dubois, » dit-il, sans la regarder dans les yeux. « Monsieur Moreau vous attend. » Il lui tint la porte de l'ascenseur, le geste formel et froid. Le trajet jusqu'au 65e étage se fit dans un silence absolu. Alex se tenait dos à elle, face à la porte, sa posture rigide. Quand les portes s'ouvrirent, elles révélèrent un espace complètement différent du reste du bâtiment. Il n'y avait pas de box ni de bureau vitré. Juste un vaste hall minimaliste avec des murs en béton poli, un unique canapé en cuir blanc et une énorme peinture abstraite. Le silence ici était plus profond, plus lourd. Alex la conduisit dans un court couloir jusqu'à une paire de portes massives en bois sombre. Il frappa discrètement et en ouvrit une, lui faisant signe d'entrer. Il n'entra pas. La porte se referma derrière elle avec un clic doux mais final. Le bureau de Julien était stupéfiant et intimidant. 3 des murs étaient entièrement en verre, offrant une vue panoramique à 180 degrés sur Paris. La ville s'étendait en contrebas comme un tapis de lumière scintillante. Le mobilier était rare et cher. Un immense bureau en bois sombre qui semblait flotter dans l'espace, quelques fauteuils en cuir noir et des étagères intégrées remplies de livres reliés. L'air sentait le cuir, le bois et la faible odeur ozonée de la pluie. Julien n'était pas à son bureau. Il se tenait dos à elle devant la paroi de verre, les mains dans les poches, regardant la ville en contrebas. La silhouette de son corps contre les lumières de la ville était l'image même du pouvoir et de la solitude. Il ne se retourna pas quand elle entra. « Merci d'être venu », dit-il, sa voix dépourvue d'émotion. Amélie resta près de la porte, son sac à main serré contre son ventre. « Votre email ne semblait pas me laisser beaucoup de choix. » Il se tourna enfin, et la vue de lui coupa le souffle. Il avait l'air épuisé, plus qu'épuisé. Il avait l'air vaincu. Il y avait une pâleur sous son bronzage. Les rides autour de ses yeux semblaient gravées dans la pierre, et il y avait une tension dans ses épaules que même le costume à 1000 € ne pouvait cacher. « Je sors d'une réunion de 3 heures avec le conseil d'administration, » dit-il, la voix plate.
Et vous, Madame Dubois, étiez le seul sujet à l'ordre du jour. L'utilisation formelle de son nom de famille fut un coup. Il rétablissait la barrière même s'ils étaient seuls. « Qu'ont-ils dit » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Il se dirigea lentement vers son bureau, mais ne s'assit pas. Il s'appuya contre, ses jointures blanches, sur le bois sombre. Ils m'ont donné un ultimatum. C'est une clause standard dans le contrat du PDG, qu'ils appellent la clause de turpitude morale. Toute conduite qui pourrait jeter le discrédit ou un risque de réputation sur l'entreprise est un motif de résiliation immédiate du contrat. Il marqua une pause, ses yeux gris rencontrant les siens. Notre relation perçue, Amélie, a été officiellement classée comme un risque de réputation. Le sol sembla basculer sous ses pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils veulent que le problème disparaisse. Et pour eux, le problème a un nom, Amélie Dubois. La brutalité de ces mots la laissa sans voix. Leur solution est simple, votre licenciement, immédiat, avec une généreuse indemnité de départ et un accord de non-divulgation très restrictif. Elle sentit le sang quitter son visage. Licenciement, après tout, le travail, le combat, le nouveau départ. Tout cela s'effilochant à cause d'une nuit sur une île. Et vous? La colère commença à bouillonner sous le choc, chaude et protectrice. Qu'avez-vous dit? Allez-vous simplement me virer, me payer pour que je me taise et que je disparaisse? Bien sûr que non. La première étincelle d'émotion brilla dans ses yeux, une colère qui reflétait la sienne. Je leur ai dit que c'était inacceptable. Que vous êtes la professionnelle la plus prometteuse que j'ai embauchée depuis des années et que vous licenciez sur la base de ragots serait une erreur colossale. Et il se fiche de votre talent, dit-il, la voix empreinte d'amertume. Il se soucie du cours de l'action et de l'image. Un PDG milliardaire et une jeune nouvelle employée. Le récit s'écrit tout seul, et ce n'est pas celui qu'ils veulent voir dans Les Échos. Il passa une main dans ses cheveux, le geste de frustration ressemblant maintenant à un signe de désespoir. Alors ils m'ont offert une alternative, une façon de résoudre la situation. Amélie attendit, le cœur battant à tout rompre. Ils m'ont donné une date limite, continua-t-il, la voix basse. D'ici la fin du mois prochain, soit je démontre que le problème a été neutralisé, soit ils invoqueront la clause. Neutralisé? Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Ça veut dire que je dois choisir, dit-il, et la douleur dans sa voix était palpable. Entre l'entreprise que j'ai passé 15 ans à construire et vous, le poids de ce choix l'écrasa. Il était forcé de choisir entre l'œuvre de sa vie et une femme qu'il connaissait depuis à peine plus d'un mois. Une femme qui était, à toute fin pratique, une erreur de jugement. La réponse était évidente. Douloureuse mais évidente. « Il n'y a pas de choix, Julien », dit-elle, sa voix étonnamment calme. La résignation était une couverture froide. « Vous ne pouvez pas jeter votre empire. Pas pour moi. Je vais démissionner. Demain matin. Ça résout tout. » « Non. » Il se redressa, s'éloignant du bureau et faisant un pas vers elle. « Ça ne résout rien. Ça veut dire qu'il gagne, que les ragots et les insinuations gagnent. Ça veut dire que je vous perds. Vous ne pouvez pas me perdre, Julien. Vous ne m'avez jamais eu, rétorqua-t-elle, la douleur rendant ses mots vifs. Nous avons eu une nuit qui s'est transformée en ce désastre. C'était plus qu'une nuit et vous le savez. Il était plus proche maintenant, l'espace entre eux se rétrécissant. Ce qui s'est passé dans cette salle des archives n'était pas rien. La façon dont nous nous regardons dans l'ascenseur n'est pas rien. Le fait que je ne puisse pas passer un seul jour sans penser à vous, ce n'est pas rien, Amélie. Ces mots restèrent en suspens, une confession brute et désespérée. Elle voulait y croire. Une partie d'elle, la partie qui se souvenait encore de la sécurité de ses bras, voulait désespérément y croire. « Que voulez-vous de moi alors ?» murmura-t-elle, les larmes piquant enfin ses yeux. « Que pouvons-nous faire? Il n'y a pas d'issue. » Il s'arrêta juste devant elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps, voir le reflet des lumières de la ville dans ses yeux gris. Il leva la main mais hésita, ses doigts planant à quelques centimètres de son visage. « Je ne sais pas, » admit-il, la voix brisée. « J'ai passé toute ma vie à savoir exactement quoi faire, quel mouvement faire, comment gagner. Mais avec ça, avec vous, je ne sais pas. » Il la toucha enfin, son pouce caressant doucement sa joue. « Mais je sais une chose, je ne vais pas les laisser vous prendre à moi. » La sincérité dans sa voix, la vulnérabilité dans son contact
défirent la dernière de ses défenses. Une seule larme coula sur son visage. Il l'essuya avec son pouce. « Je vais me battre, dit-il, plus à lui-même qu'à elle. Je dois juste trouver comment. » À ce moment-là, sous le regard d'un million de lumières de la ville, piégé dans une tour d'acier et dans un problème sans solution, la barrière entre eux se dissolut. Il n'était là plus le PDG et l'employé. Il n'était qu'un homme et une femme, effrayés et confus face à un choix impossible. Et Amélie réalisa avec une terreur glaçante et une étincelle d'espoir qu'elle ne voulait pas qu'il la laisse partir. Elle voulait qu'il se batte, et cette prise de conscience l'effrayait plus que toute menace de licenciement. La confession de Julien, « Je ne vais pas les laisser vous prendre à moi », modifia la chimie de l'air dans le bureau. La panique d'Amélie ne disparut pas, mais elle fut supplantée par une émotion nouvelle et bien plus complexe, une dangereuse étincelle d'espoir. Ils n'étaient plus des adversaires dans un pacte de silence, ils étaient des alliés dans une guerre non déclarée. Dans les jours qui suivirent, une nouvelle routine encore plus risquée commença à se former. Pendant la journée, sur la scène brillamment éclairée du bureau, ils maintenaient la comédie. La distance professionnelle était impeccable, les salutations étaient formelles, les emails étaient strictement professionnels. Amélie devint l'employée modèle, si efficace et brillante que même les plus grands sceptiques, comme Grégoire, avaient du mal à trouver à redire à son travail. Elle construisait son armure, plaque par plaque, avec des rapports et des résultats. Mais quand les lumières du bureau s'éteignaient et que les étages se vidaient, leur monde changeait. Ça a commencé par des réunions dans la salle des archives. Le même lieu que leur confrontation devint leur sanctuaire. Amélie inventait des excuses pour rester tard, et Julien, sous prétexte de réviser des documents, y trouvait toujours son chemin. C'étaient des moments volés, chargés d'une tension presque insupportable. « Il me surveille », dit-elle lors d'une de ces réunions, sa voix un murmure contre les étagères métalliques froides. Éléonore me convoque pour des discussions d'alignement, qui sont en fait des interrogatoires voilés. Julien, debout dangereusement près, tendit la main et effleura ses doigts, un contact fugace qui envoya un choc électrique dans son corps. Je sais, mes avocats examinent chaque clause de mon contrat à la recherche d'une faille, et le conseil, ils m'ont mis un espion. Un des vice-présidents assiste maintenant à toutes mes réunions. Il ne se battait pas seulement, il était assiégé. La prise de conscience du risque qu'il prenait pour elle était un poids sur sa poitrine. « C'est de la folie », murmura-t-elle, jetant un coup d'œil à la porte, craignant qu'à tout moment quelqu'un n'entre. « Ça l'est », convint-il, ses yeux gris intenses. « Mais l'alternative est pire. » Et puis il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser lent et exploratoire comme sur l'île de Ré. C'était un baiser urgent, presque désespéré, volé au temps. Il avait le goût du café fort et du danger. Ses mains montèrent jusqu'au col de sa chemise, agrippant le tissu comme s'il était la seule chose solide dans un monde qui s'effondrait. Il la pressa contre l'étagère, les dossiers durs dans son dos, son corps chaud et ferme contre le sien. Le baiser parlait de tout ce qu'il ne pouvait pas dire à voix haute, la frustration, la peur, le désir écrasant qui devenait plus fort à chaque obstacle. Quand ils se séparèrent, à bout de souffle, il posa son front contre le sien. « J'ai besoin de plus de 5 minutes dans une salle d'archives poussiéreuse, Amélie. » La proposition arriva à la fin de la 2e semaine après l'ultimatum. Il avait un voyage d'affaires à Lyon, une inspection de routine d'un des hôtels du réseau. Ce ne serait que pour une nuit. À 7 heures du soir le jeudi, le portable d'Amélie vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. « Villa Maya, Lyon, suite 1812. Si tu veux. » Il n'y avait pas de nom. Ce n'était pas nécessaire. Amélie fixa le message pendant 10 minutes entières, son cœur battant une cadence lourde et irrégulière. Y aller, c'était franchir une ligne de non-retour. C'était transformer leur alliance en une liaison clandestine. C'était embrasser le risque qui pourrait les détruire tous les deux. S'ils étaient découverts, il n'y aurait plus de déni plausible. Ce serait la preuve dont le Conseil avait besoin. Son esprit logique énuméra toutes les raisons pour lesquelles elle devrait supprimer le message et l'oublier. Mais son cœur, une partie d'elle qu'elle reconnaissait à peine, savait qu'elle irait. Parce que l'idée de ne pas y aller, de retourner au silence et à la distance, était plus effrayante que n'importe quelle conséquence. Elle acheta un billet de dernière minute, mentit à Chloé en disant que c'était une urgence de travail, et prit le dernier vol pour Lyon. Chaque étape du voyage semblait surréaliste, comme si elle se regardait dans un film. Quand elle frappa à la porte de la suite 1812, l'estomac noué par la nervosité, ce fut lui qui ouvrit.
Il était sans son blazer, sa chemise blanche ouverte au col, un verre de whisky à la main. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement en la voyant, une surprise sincère qui fut rapidement remplacée par un soulagement si profond qu'il était presque douloureux à regarder. « Tu es venu ?» Sa voix était rauque, à peine un murmure. Ce n'était pas une question, c'était un émerveillement. « Je suis venu », répondit-elle en entrant dans la suite. L'air sentait son parfum. Il ferma la porte et le son du clic sembla résonner, les scellant dans leur propre univers privé, bien au-dessus des rues de Lyon. « Et maintenant ?» demanda-t-il, l'incertitude dans sa voix la désarmant. Le PDG impitoyable et milliardaire avait disparu. Devant elle, il n'y avait que Julien. En réponse, elle laissa tomber son sac à main sur le sol en marbre, avec un bruit sourd, fit un pas en avant et posa ses mains sur sa poitrine. Elle pouvait sentir le battement rapide de son cœur sous sa paume, un rythme qui reflétait le sien. « Maintenant, » murmura-t-elle, levant son visage vers le sien, « tu arrêtes de me demander si je suis sûre. » Le sourire qui se répandit sur son visage fut comme un lever de soleil. Un sourire sincère, sans le poids du monde. Il la tira à lui, et leur baiser fut tout ce que les baisers dans la salle des archives ne pouvaient pas être. Il était lent, profond, plein de temps et de promesses. C'était un baiser de retrouvailles, pas de fuite. Cette nuit-là, ils ne firent pas seulement l'amour. Ils se révélèrent. Allongés dans les draps blancs et doux, avec les lumières de la ligne d'horizon de Lyon pour seul témoin, ils parlèrent pendant des heures. La vulnérabilité qu'il avait montrée dans son bureau s'approfondit. « Tu sais, pour mon divorce, » dit-il, la voix basse dans le calme de la pièce, ses doigts traçant des motifs paresseux sur son bras. « Les choses que la presse a dites. Chloé m'a montré quelques articles, admit-elle, sur l'infidélité. » Le mot sortit avec difficulté. Il se tendit un instant. « Ce n'était pas de l'infidélité au sens classique, » dit-il, choisissant ses mots avec soin. « Mon mariage était mort depuis des années. Nous étions deux étrangers partageant un prêt immobilier. J'étais tellement immergé dans la construction de cet empire que j'ai oublié de construire une vie. » Il marqua une pause, les yeux fixés au plafond. Quand elle a demandé le divorce, ce n'était pas une surprise. Le mensonge sur l'infidélité était son arme, un moyen de m'humilier publiquement quand elle ne pouvait pas obtenir ce qu'elle voulait devant les tribunaux. « Et tu t'en veux ?» demanda-t-elle doucement. « Je m'en veux d'avoir été un lâche, » répondit-il, l'honnêteté dans sa voix la transperçant, de ne pas avoir mis fin aux choses quand j'aurais dû, de laisser la solitude me conduire à faire une erreur qui a blessé d'autres personnes. Il se tourna vers elle, ses yeux gris sérieux et pleins d'une vieille douleur. « C'est pourquoi j'ai si peur maintenant, Amélie. Peur de répéter les mêmes schémas. Peur de ne pas savoir comment faire ça bien. Peur de te faire du mal. » Les larmes piquèrent les yeux d'Amélie, non pas de pitié, mais d'une empathie écrasante. « Julien !» elle toucha son visage. « Je sors à peine d'une relation où j'ai été trompée pendant 2 ans. Je ne sais même plus comment faire confiance, encore moins comment faire ça bien. » Elle sourit à travers ses larmes. « Je suppose que nous ne sommes que 2 débutants très compliqués. » Il rit, un son bas et rauque. « On dirait bien. »« Julien !» dit-elle, sa voix sérieuse maintenant. « Y a-t-il autre chose que je doive savoir? Plus de surprise, pas de secret caché qui pourrait nous exploser au visage. » Il la regarda longuement, et elle vit un conflit dans ses yeux. Il hésita. Le cœur d'Amélie se glaça. Il y avait autre chose. « Il y en a une, » dit-il finalement, la voix tendue. « Ce n'est pas un secret, mais c'est compliqué. L'erreur que j'ai commise pendant la fin de mon mariage, elle a abouti à quelque chose, à quelqu'un. » Il prit une profonde inspiration. « Amélie, j'ai un fils. » La confession resta en suspens, lourde et choquante. L'esprit d'Amélie vacilla. Un fils avec une autre femme, un fils né d'une erreur. La blessure laissée par Marc, qu'elle pensait en voie de guérison, fut rouverte avec une violence soudaine. « Il s'appelle Noé », continua Julien, sa voix précipitée, comme s'il voulait tout sortir avant qu'elle ne puisse lever ses défenses. « Il a 6 ans. Sa mère et moi avons un accord de garde partagé à l'amiable. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, même s'il est né de la pire période de ma vie. Je l'aime plus que tout, et je n'ai jamais, jamais caché son existence. Mais je ne te l'ai pas dit, parce que j'avais peur que tu me regardes et que tu vois le même homme qui t'a fait du mal. » Elle ne dit rien. Elle ne pouvait pas. L'air dans ses poumons semblait s'être transformé en verre. Elle s'éloigna de lui, s'asseyant dans le lit,
tirant le drap autour d'elle comme une armure. « Amélie, s'il te plaît, dis quelque chose. » Sa voix était une supplication. Elle se tourna vers lui et la douleur sur son visage devait être évidente, car son expression s'effondra en pur regret. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Tu l'as caché. Peu importe la raison. Tu as choisi de ne pas me le dire. Tu m'as laissé croire une demi-vérité. Et ça, c'est exactement ce qu'il faisait. » Le silence qui suivit fut le plus bruyant qu'elle ait jamais entendu. Dans cette suite de luxe, à des milliers de kilomètres de chez elle, leur alliance vola en éclats. La guerre qu'ils menaient à l'extérieur, contre le conseil d'administration et les murmures, semblait soudain petite, comparée à la guerre qui venait d'éclater entre eux. Le vol de retour de Lyon fut une torture silencieuse. Amélie réussit à obtenir un billet sur le premier avion du matin, quittant la suite de l'hôtel avant que Julien ne se réveille. Elle ne laissa pas de mots. Il n'y avait pas de mots. Le silence semblait la seule réponse appropriée à l'abîme qui s'était ouvert entre eux. Piégée dans un siège côté hublot, elle regarda les nuages dérivés, blancs et indifférents, sentant un frisson qui ne venait pas de l'altitude. Un fils. Le mot résonnait dans son esprit. Ce n'était pas l'existence de Noé qui la blessait. C'était l'omission. Le choix délibéré de Julien de cacher une partie aussi fondamentale de sa vie. Il avait guéri la douleur de sa trahison pour ensuite infliger une nouvelle blessure avec le même type d'arme, un secret. La logique lui disait que les situations étaient différentes. Julien n'était pas en couple avec elle quand il avait caché la vérité. Il la connaissait depuis des semaines, pas des années. Mais le traumatisme n'est pas logique. Pour le cœur blessé d'Amélie, le sentiment était le même. Le goût amer de la déception, l'humiliation d'être la dernière à savoir. C'était le schéma de Marc, répété à une échelle encore plus grande. De retour à Paris, elle se cacha. Elle ignora les 4 appels de Julien, le numéro inconnu de Lyon clignotant sur son écran. Elle supprima les SMS sans les lire. « Amélie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. Ne jette pas ça par la fenêtre. » Chaque notification était un petit coup de poignard. Elle dit à Chloé que le voyage de travail avait été épuisant et s'enferma dans sa chambre. Les jours suivants au bureau furent un enfer glacé. Elle et Julien étaient à nouveau des étrangers. Mais la distance n'était plus un accord, c'était un abîme. Les regards qu'ils échangeaient dans les couloirs n'étaient plus chargés de désirs secrets, mais de douleur et d'accusation. Il ressemblait à un fantôme, l'épuisement sur son visage maintenant gravé d'un nouveau niveau de souffrance. Le voir souffrir la faisait souffrir, une contradiction torturante qui la mettait en colère contre elle-même. La guerre au bureau, cependant, ne s'était pas arrêtée. Au contraire, elle semblait s'être intensifiée. La date limite donnée par le Conseil approchait et l'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Les gens la regardaient plus que jamais, comme s'ils attendèrent le moment où elle serait finalement escortée hors du bâtiment. C'est un mercredi pluvieux, près de 3 semaines après Lyon, que le point de rupture vint d'une source inattendue. Amélie était à son bureau essayant de se concentrer sur un rapport quand Éléonore Valois s'approcha. « Amélie, pouvons-nous parler ?» La voix d'Éléonore était douce, mais il y avait une urgence dans ses yeux. Elles allèrent dans une petite salle de réunion vide. La pluie battait contre les baies vitrées, une toile de fond sombre pour ce qui allait suivre. « Je ne devrais pas vous dire ça », commença Éléonore, assise en face d'Amélie. Elle semblait avoir vieilli de 5 ans en 1 mois. Cela va à l'encontre de tous les protocoles des RH. Mais je ne peux plus rester les bras croisés et regarder cela se produire. Amélie attendit, son cœur battant lentement et lourdement. « Je travaille avec Julien Moreau depuis près de 10 ans, dit Éléonore. Je l'ai vu construire cet empire à partir de rien. Je l'ai vu traverser un divorce vicieux et public qui l'a presque détruit. C'est un homme compliqué, exigeant et parfois impossible. Mais ce n'est pas un homme mauvais. Il est loyal et il est juste. » Elle marqua une pause, regardant directement dans les yeux d'Amélie. « Ces derniers mois ont été les pires que je l'ai jamais vus. Et ce n'est pas à cause du conseil d'administration, c'est à cause de vous. » Les mots frappèrent Amélie avec la force d'un coup de poing. « Éléonore, je... » « Laissez-moi finir, » interrompit Éléonore, mais gentiment. « Hier, le conseil a tenu un vote informel. Ils vont invoquer la clause morale à la fin de la semaine. Julien sera démis de ses fonctions de PDG. » Le choc laissa Amélie sans voix. Elle pensait que la menace concernait son licenciement. Elle n'avait jamais, dans ses pires cauchemars, imaginé qu'ils iraient jusqu'à démettre le fondateur de l'entreprise.
Il avait une chance de l'éviter, continua Éléonore. Tout ce qu'il avait à faire était de signer vos papiers de licenciement. Ils avaient tout préparé. Une indemnité de départ qui vous aurait mis à l'aise pour le reste de votre vie. C'était la solution de facilité. La solution que tout autre dirigeant à sa place aurait prise pour sauver sa propre peau. Éléonore se pencha en avant, sa voix baissant à un murmure intense. Il a refusé. Il a dit au conseil que vous licencier serait la plus grande erreur de sa carrière. Qu'il préférerait perdre l'entreprise plutôt que d'être le genre d'homme qui sacrifie des gens de valeur pour apaiser des tyrans en costume. La pièce se mit à tourner. Amélie s'appuya sur la table pour se stabiliser. Il était prêt à tout perdre, pour elle, pour une femme qui ne répondait plus à ses appels. Et pour son fils? La question échappa à Amélie avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Les yeux d'Éléonore s'adoucirent avec quelque chose qui ressemblait à de la compassion. « Ah, donc c'est de ça qu'il s'agit. » Elle soupira. « Amélie, l'histoire de Noé n'est pas un secret honteux. C'est une histoire triste de deux personnes seules qui ont fait une erreur. Et Julien, dès qu'il l'a su, a pris ses responsabilités d'une manière que peu d'hommes feraient. Noé n'est pas une note de bas de page dans sa vie. À bien des égards, Noé guide sa vie. C'est la seule partie de son monde qui ne concerne pas les affaires et les profits. C'est la partie qui le garde humain. » Elle regarda Amélie, son regard perçant. Il ne vous l'a pas dit par honte de son fils. Il ne vous l'a pas dit par honte de lui-même. Il avait peur, Amélie. Peur que vous, la première personne en des années à lui faire ressentir quelque chose de réel, le regardiez et voyiez un monstre. Le même monstre que votre ex. Il a fait une erreur en ne vous le disant pas. Une erreur stupide, motivée par la peur. Mais la question que vous devez vous poser est la suivante. Allez-vous laisser l'erreur d'un homme effrayé détruire quelque chose qui pourrait être extraordinaire? Éléonore se leva. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ce que vous ferez de cette information est votre choix. Mais sachez que le temps presse, pour vous deux. Elle partit, laissant Amélie seule, avec le bruit de la pluie et le poids écrasant de ses révélations. Il était prêt à tout perdre. Il avait peur. Les mots tourbillonnaient dans son esprit, démantelant le récit de trahison qu'elle avait construit. Elle n'était pas la victime d'un mensonge malveillant. Elle était la peur d'un homme qui avait déjà tant perdu. Et dans sa propre peur, dans sa propre douleur, elle le punissait d'être humain, d'être imparfait. Elle retourna à son bureau, mais ne s'assit pas. Elle attrapa son sac, son manteau, et se dirigea vers les ascenseurs avec une détermination qu'elle n'avait pas ressentie depuis des semaines. Elle ne savait pas ce qu'elle allait dire. Elle ne savait pas si elle pouvait lui pardonner, ou se pardonner à elle-même. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser leur histoire se terminer ainsi, dans les murmures, la peur et les licenciements. Elle prit l'ascenseur de la direction, utilisant la carte d'accès qu'Éléonore avait discrètement laissée sur son bureau. Quand les portes s'ouvrirent au 75e étage, le hall était silencieux et vide. La porte du bureau de Julien était entr'ouverte. Elle s'arrêta dans l'embrasure. Il était là, debout devant la fenêtre, exactement comme il l'avait été la nuit de l'ultimatum. Une figure solitaire contre le ciel gris et pluvieux. Il avait l'air plus petit, le poids du monde sur ses épaules. Il dut sentir sa présence car il se tourna lentement. Quand ses yeux rencontrèrent les siens, il n'y avait ni colère ni accusation. Juste un épuisement infini et un chagrin si profond qu'il lui brisa le cœur. « Amélie, » dit-il, la voix rauque. Elle entra dans la pièce, le son de ses talons sur le parquet, le seul bruit. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui, le cœur battant à tout rompre, non pas de peur, mais d'une clarté douloureuse. « Éléonore m'a dit, » dit-elle, la voix stable, « pour le vote, pour ce que vous avez fait. » Il ne dit rien, la regardant simplement, attendant. « Vous êtes un idiot, » dit-elle, et une seule larme traça un chemin sur sa joue. Un idiot noble, courageux et complètement stupide. Un fantôme de sourire toucha ses lèvres. Probablement la description la plus précise de moi que j'ai jamais entendue. Elle fit un autre pas en avant. J'ai été une idiote aussi. J'ai laissé la douleur du passé m'aveugler. Je vous ai regardé et j'ai vu un fantôme. Et c'était injuste. J'aurais dû te le dire, Amélie. Depuis le début, sa voix était pleine de regrets. Oui, vous auriez dû, acquiesça-t-elle. Et j'aurais dû vous donner une chance de vous expliquer. Nous avons tous les deux fait des erreurs. L'espace entre eux était chargé, non plus de douleur, mais de la possibilité fragile d'un nouveau départ. « Est-ce trop tard ?» murmura-t-elle, la question la plus terrifiante qu'elle ait jamais posée.
Julien traversa l'espace restant en 2 longues enjambées. Il prit son visage entre ses mains, ses pouces essuyant des larmes qu'elle n'avait même pas réalisé qu'elle versait. « Il n'est jamais trop tard pour nous, Amélie, » dit-il, la voix épaisse d'émotion, ses yeux gris verrouillés sur les siens, remplis d'une promesse qui lui coupa le souffle. Et puis, il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser de passion désespérée ou de désir volé. C'était un baiser de pardon, de retrouvailles. Un baiser qui disait que malgré le désordre, la douleur et le chaos, ils étaient à la maison. Quand ils se séparèrent, elle sut. La guerre n'était pas finie. En fait, elle était sur le point de vraiment commencer. Mais cette fois, ils ne se battraient pas l'un contre l'autre, ni seuls. Ils se battraient ensemble. « Alors, dit-elle, un petit sourire se formant sur ses lèvres, alors qu'elle regardait l'homme qui était prêt à risquer un empire pour elle. « Quel est le plan, monsieur Moreau ?» Il lui sourit en retour, et pour la première fois depuis des semaines, le sourire atteignit ses yeux, illuminant tout son visage. « Le plan, madame Dubois, dit-il en prenant sa main et en entrelaçant leurs doigts, c'est que nous allons leur montrer comment se battre vraiment. » Vendredi matin arriva avec un ciel bleu, vif et clair, une ironie cruelle pour ce qu'Amélie savait être le jour le plus sombre de sa carrière. Elle et Julien avaient passé la nuit précédente dans son bureau, non pas dans une étreinte passionnée, mais penchés sur l'énorme table en bois, élaborant une stratégie. C'était la réunion la plus intime et la plus intense de leur vie. Lui avec son esprit stratégique affûté, esquissant des scénarios financiers et des répercussions juridiques. Elle, avec sa compréhension intuitive des gens, anticipant les arguments du conseil et préparant des contre-arguments axés sur la culture et le talent. Pour la première fois, elle le vit non pas comme un amant ou un patron, mais comme un partenaire. Et pour la première fois, il la regarda non pas comme un problème à résoudre, mais comme sa plus grande alliée. Elle choisit son armure avec un soin méticuleux. Une robe bleu marine sobre, impeccablement coupée, professionnelle, élégante, inattaquable. À côté d'elle, dans l'ascenseur de la direction montant silencieusement vers la salle du conseil, Julien était dans un costume gris foncé, la personnification du pouvoir. Mais quand il la regarda, Amélie vit la vulnérabilité dans ses yeux gris. Il tendit la main et serra brièvement la sienne, un geste rapide et ferme qui disait tout. « Nous sommes ensemble là-dedans. » La salle du conseil était un sanctuaire du pouvoir de l'entreprise. Située dans le coin du 75e étage, elle avait des murs de verre sur 2 côtés, offrant une vue divine sur Paris. Une longue table en acajou poli dominait le centre, entourée de 12 chaises en cuir noir à haut dossier. L'air sentait le bois cher et le café fort. 8 membres du conseil étaient déjà assis, une rangée d'hommes et une femme d'âge moyen, tous avec des expressions allant du froid à l'hostile. Ils étaient les gardiens de l'Empire Moreau, les dragons protégeant le trésor. L'entrée d'Amélie aux côtés de Julien fut comme jeter une pierre dans un lac gelé. Le silence se brisa en murmures mal dissimulés et en regards désapprobateurs. « Julien, que signifie cela ?» Le président du conseil, un homme nommé Arthur Valois, le mari d'Éléonore, réalisa Amélie avec un sursaut, prit la parole, sa voix glaciale. « La présence de madame Dubois n'est pas requise pour cette discussion. »« Au contraire, Arthur, » répondit Julien, sa voix calme et stable, alors qu'il tirait une chaise pour Amélie, puis s'asseyait à côté d'elle en bout de table. « La présence de madame Dubois est le point central de cette discussion, et elle n'est pas ici pour être jugée. Elle est ici en tant que ma partenaire. » Le mot « partenaire » resta en suspens, délibérément ambigu et totalement défiant. Une rougeur de colère monta au cou d'Arthur Valois. « C'est inacceptable. Cette réunion vise à discuter de votre violation de la clause morale et de la résiliation de votre contrat, dit-il en claquant un dossier sur la table. « Alors discutons, » dit Julien, en se penchant en avant, les mains jointes sur la table. Son calme était plus intimidant que n'importe quel cri. « Vous voulez me licencier sur la base de rumeurs concernant une relation avec une employée. Rumeurs que, soit dit en passant, vous n'avez jamais pris la peine d'enquêter ou de confirmer avec moi directement. Vous avez préféré écouter les chuchotements de couloir et agir comme un tribunal de l'Inquisition. » Il marqua une pause, laissant les mots s'imprégner. « Alors laissez-moi clarifier les choses pour vous, afin qu'il n'y ait plus besoin de ragots. Je suis amoureux d'Amélie Dubois, et j'ai l'intention de passer le reste de ma vie avec elle. » La confession était si directe, si dépourvue d'artifice, qu'un silence choqué s'abattit sur la pièce. Amélie sentit son cœur s'emballer.
un mélange de terreur et de fierté écrasante. Sous la table, Julien trouva sa main et la tint, leurs doigts s'entrelaçant. La force de ce contact l'ancra. « Cela ne fait qu'empirer les choses », explosa l'un des plus jeunes membres. « Cela confirme le conflit d'intérêts. C'est du népotisme, du favoritisme. » « Du favoritisme ?» Julien haussa un sourcil. Amélie Dubois a été embauchée par Éléonore sur la base d'un CV qui la place dans le top 1% de son domaine. En 3 mois, elle a optimisé la stratégie hôtelière européenne, entraînant une augmentation projetée de 8% de la satisfaction client, ce qui se traduit par des millions d'euros de revenus récurrents. Si c'est du favoritisme, alors oui, je suis coupable de favoriser l'excellence et les résultats. Il se tourna vers Amélie. « Madame Dubois, s'il vous plaît. » C'était son signal. Le cœur battant, mais la voix étonnamment stable, Amélie se leva. Elle ne regarda pas ses notes. Elle regarda chaque membre du conseil, un par un. « Messieurs, madame, commença-t-elle, je comprends votre inquiétude quant à l'image. Mais ce que vous voyez comme un risque de réputation, je le vois comme le plus grand atout de cette entreprise. Ce qui s'est passé entre moi et M. Moreau n'était pas un calcul, c'était une connexion humaine. Une connexion qui, il se trouve, s'est produite entre 2 personnes passionnément dévouées à cette entreprise. » Elle fit un pas en avant. « Vous parlez de licencier Julien Moreau comme s'il était une pièce remplaçable. Mais il ne l'est pas. Il m'étaule le groupe Moreau. Sa vision est dans l'ADN de chaque hôtel, la culture d'excellence qu'il a construite et ce qui attire les meilleurs talents, comme moi. Démettre Julien, ce n'est pas couper la tête du serpent, c'est arracher le cœur de l'entreprise. Et un corps sans cœur, messieurs, ne survit pas longtemps. C'est du sentimentalisme de bas étage, se moqua Arthur Valois. Nous avons des actionnaires à qui rendre des comptes, pas une romance de bureau. Et ce sont précisément aux actionnaires que je pense, rétorqua Julien, se levant pour rejoindre Amélie. Il prit une tablette sur la table. Vous vous inquiétez du cours de l'action? Laissez-moi vous montrer quelque chose. Il projeta un graphique sur l'énorme écran mural. Il montrait la valeur de l'action du groupe Moreau. Comme vous pouvez le voir, il y a eu une légère baisse ces dernières semaines, alimentée par les rumeurs même que vous avez laissé se propager. Il appuya sur un bouton. Une nouvelle série de données apparut. Et ceci est mon portefeuille d'actions personnelles. En tant que fondateur, je détiens toujours 42% des droits de vote. C'est une participation majoritaire, mais pas suffisante pour bloquer un vote unanime du Conseil pour me démettre pour faute, comme une violation de la clause morale. Il regarda Arthur. Vous pensiez m'avoir coincé. Il appuya de nouveau sur le bouton. Un document juridique apparut à l'écran. Mais vous avez oublié à qui vous aviez affaire, dit Julien, sa voix maintenant aussi froide que l'acier. La nuit dernière, j'ai exercé une option d'achat sur un bloc d'actions qui était discrètement vendu par un fonds de pension de Zurich. Une transaction finalisée à 4 heures du matin, heure de Paris. À ce moment-là, ma participation dans le groupe hôtelier Moreau est passée de 42% à 53%. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Les visages des membres du conseil passèrent du dédain au choc, et enfin à la pure panique. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» balbutia Arthur, le visage pâle. « J'ai fait ce que j'ai toujours fait, » dit Julien, éteignant le projecteur et se tournant pour leur faire face. « J'ai parié sur moi-même. Et maintenant, en tant qu'actionnaire majoritaire avec un contrôle total, cette réunion est ajournée. » Il fit le tour de la table, sa présence dominant complètement la pièce. « Mais avant de partir, quelques changements seront effectués. Arthur, votre démission sera attendue sur mon bureau d'ici la fin de la journée. Les autres, je vous suggère de réévaluer si votre loyauté va aux intérêts à long terme de cette entreprise ou aux petites politiques de bureau. » Il s'arrêta devant Amélie et lui tendit la main. « Et quant à Madame Dubois, à partir d'aujourd'hui, elle ne rendra plus compte au département hôtelier. Elle me rendra compte directement, en tant que ma nouvelle chef de cabinet. » Des objections? Personne n'osa respirer. Julien sourit, un sourire sans humour, le sourire d'un roi qui venait d'écraser une rébellion. Je m'en doutais. Il prit la main d'Amélie et ensemble, ils sortirent de la salle du conseil, laissant derrière eux une traînée de carrière brisée et un silence stupéfait. Dans le hall de direction vide, Amélie relâcha enfin le souffle qu'elle ne savait pas avoir retenu. Elle se tourna vers lui, les yeux écarquillés d'admiration et de choc. « Vous avez racheté votre propre entreprise pour me sauver ?» Il sourit, et cette fois le sourire atteignit ses yeux, un sourire sincère et soulagé. «
Je n'ai pas racheté l'entreprise pour te sauver, Amélie, dit-il, prenant son visage entre ses mains. J'ai racheté l'entreprise pour que nous puissions la construire ensemble. Les larmes montèrent à ses yeux, mais cette fois c'étaient des larmes de joie, d'un soulagement si profond qu'il la laissa sans voix. Vous êtes incroyable, Julien Moreau. Je sais, la taquina-t-il, avant que son visage ne devienne sérieux. Mais la question la plus importante, Madame Dubois, après tout ça, n'a toujours pas trouvé de réponse. Il posa un genou à terre, juste là, sur le sol en béton poli du 75e étage, avec Paris pour témoin. Il sortit un petit écrin de velours de sa poche, pas celui bleu nuit de ses souvenirs douloureux, mais un noir, élégant. J'ai fait tellement d'erreurs, commença-t-il, la voix rauque d'émotion. Je me suis caché derrière des empires et j'ai vécu dans la peur. Mais toi, Amélie, tu m'as appris que la vraie force n'est pas dans les murs, mais dans les ponts. Je ne veux plus être seulement le PDG. Je veux être ton partenaire, ton ami, ton mari. Amélie Dubois, me ferais-tu l'honneur de construire un empire du cœur avec moi? Veux-tu m'épouser? Elle regarda l'homme agenouillé devant elle, le roi qui avait risqué son royaume pour elle. Elle regarda la bague, un diamant taille émeraude, clair et brillant comme les espaces qu'elle aimait tant, et elle réalisa que l'île de Ré n'était pas une erreur, c'était le destin. Oui, murmura-t-elle, les larmes coulant librement maintenant. Oui, 1000 fois oui. Le baiser qui suivit n'était pas une question de guerre ou de survie, c'était une question de commencement, le vrai commencement. Et alors que leurs lèvres se rencontraient, la lumière du soleil inonda le hall clair et vive, promettant un horizon sans limite. 6 mois plus tard, l'air de l'île de Ré était exactement comme Amélie s'en souvenait, pur, salé et chargé de la douce promesse de l'été à venir. La lumière de fin d'après-midi était dorée, se déversant sur les dunes et peignant l'océan de bandes de platine et de cobalt. Cette fois, cependant, elle n'était pas seule sur la terrasse en bois du bungalow blanc. Julien se tenait à côté d'elle, son bras autour de ses épaules, la chaleur de son corps une présence familière et réconfortante. Il ne portait pas un costume de PDG, mais une simple chemise en lin bleu clair, de la même couleur que le ciel au-dessus d'eux. Il avait l'air plus jeune, les rides de tension sur son visage adouci, remplacées par un calme qu'elle voyait rarement à Paris. Un peu plus bas, sur le sable, un garçon de 6 ans aux cheveux sombres et indisciplinés riait bruyamment en poursuivant les vagues qui se retiraient. Noé. Il portait un maillot de bain à imprimer dinosaure et tenait un seau rouge, le visage concentré sur son importante mission de collecte de coquillages. « Il t'aime bien », murmura Julien près de son oreille, sa voix un baryton doux contre le bruit de la mer. « Il aime le fait que je le laisse manger de la glace avant le dîner », rit Amélie, appuyant sa tête sur son épaule. Rencontrer Noé avait été la partie la plus facile, la plus naturelle de tout cela. Le garçon, timide au début, l'avait rapidement accepté dans son monde de super-héros et de faits sur le Tyrannosaurus Rex. Elle n'essaya pas d'être une mère, elle devint simplement son amie. Et cela, découvrit-elle, était plus que suffisant. « Tati, Amélie !» cria Noé, courant vers eux, ses petites jambes projetant du sable. Il s'arrêta devant elle, à bout de souffle, et lui tendit un coquillage parfaitement spiralé. « Regarde, c'est une maison d'escargots de mer. Pour toi. » Amélie s'agenouilla à son niveau, son cœur se dilatant d'un amour dont elle ignorait l'existence. « C'est le plus beau coquillage que j'ai jamais vu, Noé. Merci. » Elle le serra dans ses bras, sentant ses petits bras minces se resserrer autour de son cou. Il sentait la crème solaire et la douceur innocente de l'enfance. Alors que Noé retournait vers l'eau, Julien l'aida à se relever, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. Chef de cabinet, future Madame Moreau, et maintenant apparemment collectionneuse de coquillages rares. Y a-t-il quelque chose que vous ne sachiez pas faire, Madame Dubois? Elle sourit, le surnom affectueux étant une plaisanterie récurrente entre eux. Je travaille encore sur la façon de te convaincre de prendre plus d'un week-end de congé par mois. Je suis là, non? Se défendit-il en la tirant plus près. C'était vrai. Après la prise de contrôle spectaculaire, les choses s'étaient installées dans une nouvelle sorte de normalité. Arthur Valois et 2 autres membres du conseil avaient démissionné. Ceux qui restaient s'étaient rapidement alignés sur la nouvelle réalité. Travailler ensemble était à la fois un défi et une joie. Ils formaient une équipe formidable, leurs esprits se complétant d'une manière qui rendait l'entreprise plus forte que jamais. Mais ils établirent des règles. Pas de travail à table.
Les réunions en tête-à-tête étaient strictement interdites, à moins qu'elles n'impliquent un baiser. Ils étaient revenus sur l'île de Ré pour le week-end, non pas pour exorciser des fantômes, mais pour célébrer leur commencement. Le bungalow d'Amélie était maintenant le leur, acheté par Julien comme cadeau de fiançailles. C'était leur sanctuaire, l'endroit où ils pouvaient cesser d'être le PDG et la chef de cabinet pour être simplement Julien et Amélie. « À quoi penses-tu » demanda-t-il, étudiant son visage dans la lumière dorée. « À quel point la vie est étrange » répondit-elle, les yeux fixés sur l'horizon. « Il y a moins d'un an, je suis venu sur cette même plage pour fuir un cœur brisé. J'étais perdu, effrayé et complètement seul. » Elle se tourna vers lui, ses yeux rencontrant les siens. « Je pensais fuir quelque chose, mais en réalité, je courais vers toi. » Il prit son visage entre ses mains, son regard gris rempli d'une émotion si profonde qu'elle lui coupa le souffle. Et j'étais ici, me cachant du monde, convaincu que l'amour était un jeu à somme nulle que j'avais déjà perdu. Et puis tu es entré dans ce bar, ressemblant à un ange fatigué qui avait perdu son chemin. Il l'embrassa. Un baiser lent salé par l'air marin, plein de gratitude et de la promesse silencieuse de tous les couchers de soleil qu'ils regarderaient encore ensemble. « Papa, Amélie, le château de sable a besoin d'un mur. » La voix de Noé les appela depuis la plage. Ils rirent, rompant le baiser. Julien prit sa main. « Je pense que notre experte en construction de murs nous convoque. » Alors qu'ils marchaient main dans la main sur le sable chaud vers le garçon rieur sous le ciel se teintant de rose, Amélie réalisa la vérité finale. La seconde chance qu'elle avait si désespérément cherchée ne concernait pas un nouveau travail ou une nouvelle ville. Elle concernait le courage d'ouvrir un cœur blessé à la possibilité que le véritable amour ne se trouve pas, mais se construise, parfois à partir des décombres. Et là, sur cette plage, entre l'homme qui avait risqué son empire pour elle et le garçon qui lui apprenait des choses sur les escargots de mer, elle se sentit enfin chez elle. L'horizon devant elle n'était plus une ligne de fuite, mais une invitation. Et il était vaste, lumineux et plein de possibilités.